Bienvenue sur ce nouveau podcast pour apprendre à vendre, recruter et manager une équipe de vente. Je suis avec Romuald qui a une grande expérience dans le domaine. Je vais commencer tout de suite par une question, pas de longues intros ennuyantes. Quelle croyance, mon cher Romuald, tu as dû désapprendre pour mieux vendre, sachant que tu as une grande expérience? Par exemple, la relance, on en parlera. Aujourd'hui, on pense que, faire de la relance, ça doit être automatique dans la vente. Je suis pas du tout d'accord avec ça et on va le développer, un peu plus tard. Les objections, je trouve qu'il y a aussi de fausses croyances au niveau des objections. On essaye de les traiter depuis des années, et ça marche pas pour cause. À mon sens, les traiter, c'est pas la bonne solution. Il y a d'autres solutions pour les éviter, mais les traiter, c'est un petit peu attaquer un problème trop tard, si tu veux, à mon sens. Et au lieu d'apprendre à traiter les objections, on devrait apprendre à les éviter parce que c'est nous qui les provoquons. Mais c'est pareil, on va le développer, au fur et à mesure de la conversation. Ça, c'est vraiment les plus fortes, ouais, les 3 que je viens de citer, donc l'avance commence au nom, le fait que les relances soient automatiques, le fait du traitement d'objection qui est un peu un truc obligatoire dans la vente, ou qui semble un truc obligatoire dans la vente. Tout ça, pour moi, c'est des fausses croyances, ou des croyances limitantes et on s'y prend pas de la bonne manière pour les traiter et tu vas voir, je vais t'en parler un petit peu pendant mon parcours, mais j'ai vraiment passé ces années à essayer de faire les choses différemment sur les sujets que je viens d'évoquer, sur plein d'autres. Et ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne nous écouterait dans ce podcast? Alors moi déjà, je vais juste me représenter en une phrase. Kevin Martinelli, j'ai une boîte dans l'acquisition et la structuration de process. Voilà, j'ai plus de 200 clients, on est ouvert depuis 4 ans, on est une boîte française et donc on s'est rencontré avec Romuald de par un échange par email. Donc toi, tu as une grosse expérience dans la vente aussi, je te laisse, partager ton expertise. OK, pour être rapide, alors pourquoi on nous écouterait sur ce podcast? Vous verrez, si vous voulez voir une version, vraiment différente de la vente ou une vision différente de la vente, je vous invite à rester parce que, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et pour revenir un peu sur mon parcours et pour me présenter très rapidement, Kevin, moi j'ai commencé la vente à 18 ans en porte-à-porte dans le milieu de l'énergie renouvelable. J'étais pas destiné à ça, je suis sorti de l'école, je savais pas trop quoi faire. J'ai répondu à une petite annonce dans le journal à l'époque, c'est comme ça qu'on cherchait du boulot à l'époque et donc je me suis retrouvé à taper des portes et à vendre des panneaux photovoltaïques pour ma première expérience et puis, j'ai tout de suite été pris entre 2 feux, si tu veux. D'un côté, je me suis mis à adorer ce métier parce que j'adorais le contact humain, j'adorais le fait de rencontrer, d'aider des gens et cetera et cetera. J'étais vraiment passionné par ça. Et puis, d'un autre côté, j'ai été écœuré par les méthodes de vente qui étaient mises en place. Je les trouvais, pas efficaces, je les trouvais, très forcées. J'avais une espèce d'éthique qui m'empêchait d'appliquer certaines méthodes pour les plus hard. Quand on parle vraiment du pied dans la porte, c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est des techniques avec lesquelles j'avais quelques problèmes d'éthique. Et puis, j'ai décidé de rester dans ce métier, mais par contre d'essayer d'apprendre à vendre, un de manière plus efficace et puis 2 de manière plus éthique, plus humaine. Et puis, ça m'a plutôt, bien réussi, puisque, j'ai réussi à, faire pas mal de choses en vente, en management, tant au niveau des chiffres, que des performances de personnes formées, managées et cetera et cetera. Et donc, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai arrêté mon parcours de salariat après avoir fait plein de produits, plein de postes différents. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ventes à domicile, j'ai fait un peu d'IMO, j'ai fait de l'assurance, j'ai fait de la vente de cuisine équipée et cetera et cetera. Et à différents postes, hein, j'ai commencé vendeur et puis après petit à petit, chef d'équipe, chef de magasin ou d'agence, directeur régional, j'ai terminé ma carrière en tant que directeur commercial, dans une société où je développais tout le Grand Est dans l'énergie toujours. Et puis, dans ce passage-là, j'ai fait quelques missions de formateur et cetera et cetera. Donc j'ai vraiment touché un peu à tous les postes, essayé de toucher un peu à tous les domaines, ou en tout cas toutes les familles de domaines, vente magasin, B2B, B2C, vente à domicile, et cetera et cetera. Et puis voilà, ça m'a permis vraiment de travailler ces méthodes, d'acquérir des méthodes qui étaient beaucoup plus efficaces. Et puis il y a 4 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour dispenser ces méthodes au plus grand nombre. Parcours, riche, je pense, pour les personnes qui vont nous regarder, parce que la plupart sont dans le business en ligne. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des croyances, le business en ligne et le business physique, il y a des choses qui sont différentes. Effectivement, il y a des choses qui sont différentes, mais les fondamentaux de la vente, selon moi, restent les mêmes. C'est juste qu'évidemment, peut-être les scripts, l'avatar peut changer. J'aimerais qu'on revienne sur les croyances, parce qu'on a fait une introduction dessus. Je pense que ça risque d'intéresser les gens. Quelles sont est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces fausses croyances? Tu parlais de la relance, Bien sûr. notamment, j'aimerais commencer par la relance.
Bien Moi, par sûr, exemple, bien on m'a sûr. toujours appris à faire énormément de relances et ce que j'ai constaté et là, je suis d'accord, c'est qu'en fait, faire des relances pour faire des relances, ça ne marche pas. C'est bien, on peut faire du chit-chat, discuter un peu comment ça va la famille et cetera, mais ça a pas de réel intérêt, en fait. Parce que derrière, il doit y avoir un contexte, il doit y avoir de la valeur qui doit être apportée et il doit y avoir un certain timing. On ne fait pas de la relance pour faire de la relance. Donc concrètement, comment fait-on de la relance avec la méthode Romuald et quelles sont les erreurs à éviter là-dessus? OK. Alors, je vais te répondre en 2 volets, mais je vais d'abord revenir sur une chose que tu as dit qui était très importante avant de lancer ce sujet. Tu disais aujourd'hui qu'il y a des différences entre ce business, le business dont on parlait avant, la vente, comme on peut la voir, qui est peut-être un peu plus physique, et puis le business en ligne. Et je suis d'accord avec toi, il y a d'énormes différences, mais pas tant sur le comportement de la vente. Et ça sur 2 aspects. Le premier, c'est vraiment sur le comportement marketing digital. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que les méthodes que j'utilise dans la vente, c'est des méthodes qui sont, très fidèles à ce qui est fait en termes de marketing digital, en termes de communication digitale. On est vraiment sur ces méthodes-là, sur le fait de passer de l'émotion. On y reviendra tout à l'heure pour le côté vente, mais c'est vraiment comme ça que travaille le marketing digital. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'on est bien meilleur en marketing qu'en vente, parce qu'on a compris des choses en marketing qu'on n'a pas compris en vente. Donc ça, c'est la première des choses qui fait que c'est pas si différent. En tout cas, mes méthodes sont très proches des méthodes qui fonctionnent en marketing digital. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que même si on parle du CIO qui fait du business en ligne et qui doit se vendre au quotidien, bah, encore une fois, là, ça reste très, très proche de la vente, de mes expériences, de ce que j'ai pu travailler, bah, parce qu'on a il y a de nouveaux mots, il y a de nouvelles façons de faire avec le business en ligne, de nouvelles façons de l'exprimer, mais les choses changent pas. Les choses changent pas. Un closer, il fait le même boulot qu'un vendeur avant. Un setter, il fait à peu près le même boulot qu'un téléprospecteur avant et puis, bah, celui qui fait du cold calling, c'est celui qui faisait de la prospection accro avant. On a rendu les mots un peu plus anglo-saxons. On a l'impression d'aborder un peu les choses différemment, mais, les fondamentaux ne changent pas et les erreurs que je vois en closing aujourd'hui, même si elles sont un peu plus actuelles, c'est les mêmes erreurs que je voyais en vente hier. Donc il y a quand même des parallèles forts, Kevin, et je suis sûr que pour en discuter au quotidien, pour en coacher au quotidien, que, ces méthodes sont aussi très actuelles avec, la vente digitale d'aujourd'hui ou l'entrepreneur qui est un peu plus sur le digital aujourd'hui et cetera et cetera. Et d'ailleurs la preuve, ce que je fais, ce qui fonctionne hyper bien en prospection téléphonique à froid, bah, ça fonctionne aussi très, très bien quand on le tente sur LinkedIn en message, sur, et cetera, ou quand on amène une publication qui est un peu, orientée là-dessus, quoi. Enfin, moi, je viens de mon premier business, c'était du business physique. Mon deuxième business, aujourd'hui, bah, c'est du business, en ligne, principalement. Ce sont les mêmes techniques. Ce sont les mêmes techniques de prospection, de vente, et quelques subtilités. Alors pour rentrer un peu dans les fausses croyances et notamment la partie relance selon toi, quelles erreurs tu vois régulièrement sur les pôles vente, sur les relances et comment est-ce que toi tu approches différemment justement la les relances? La partie relance. La relance, je le répète et je vais encore une fois te donner 2 chemins sur cette réponse. 1er chemin le plus important à comprendre, c'est contre ça que je lutte tous les jours. La relance, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Le vrai boulot, le vrai job d'un vendeur, c'est, d'informer son client tellement bien, de renseigner son client tellement bien, de répondre tellement bien aux besoins qu'il fait acheter immédiatement. De créer un vrai coup de cœur, d'amener une vraie bonne réponse aux besoins et je vais te détailler, puis je te donnerai plein d'astuces pour le faire, à la suite. Et quand tu fais ça à la perfection, tu as pas besoin de faire de relance et tu as pas d'objection. C'était pas la question, j'ai bien compris, mais tu verras que c'est très connexe. Tu as pas besoin d'en faire. Et d'ailleurs la preuve, Kevin, tu le sais, les plus grandes marques, même s'il y a du mailing automatique parce qu'ils vont chercher des petits chiffres d'affaires sur la quantité, je sais, mais ils te relancent pas. Ils ont pas besoin. Apple, quand tu mets les pieds dans le magasin, ils ont pas besoin de te relancer, que tu as acheté ou que tu pas acheté le produit, ils te relancent pas, tu vois? Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que tout se joue sur le fait de donner envie. C'est si tu as pas réussi à donner vraiment envie, c'est pas sur une relance que tu vas donner envie. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que peu importe le business que tu vas mettre en place, ça sera très difficilement duplicable sur de la quantité. C'est-à-dire que dès qu'on parle de relance, quelle que soit la société, hein, qu'on parle d'un monstre, qu'on parle d'une société qui vend du digital, qu'on parle d'un petit entrepreneur qui qu'est-ce qui se passe avec la relance? Bah, c'est toujours un sujet qu'on travaille
et qu'on fait quand il y a pas de boulot. Mais quand demain je suis débordé, personne s'en occupe. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, tu vois? Alors je répète, j'exclus ça, les petits mes lignes automatiques, enregistrées une fois que tu as pris contact et OK, il y en a un peu, ça fonctionne à hauteur de 0,0 X le taux d'ouverture est déjà super faible, puis voilà et puis encore les mecs ils disent: «Ça fonctionne», mais comment tu sais que le mec que tu relances et qui a acheté n'allait pas acheter, que tu le relances ou pas? Donc je veux dire, sorti de ça, voilà, mais autrement, n'importe quel bois qui le fait à l'échelle humaine, qui le fait comme toi t'entends, comme, n'importe quel CEO l'entend aujourd'hui, bah, tu verras personne le faire à long terme. Tu le fais quand tu as pas de boulot, mais tu le fais pas quand tu as du boulot, c'est pas possible. Donc c'est 2 raisons qui rendent la relance obsolète et aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps, à mon sens, à travailler la relance, alors qu'on devrait travailler beaucoup plus de temps à augmenter le taux de transformation. C'est-à-dire à donner plus envie pour te faire transformer plus de gens, pour pas avoir justement besoin de les relancer. Cependant, là où je te rejoins, c'est que des fois, c'est inévitable. Tu as beau super bien faire ta déballe, tu as toujours des gens qui restent, voilà et à un moment, tu as besoin de savoir ce que tu en fais. Est-ce qu'ils restent dans le CRM? Est-ce qu'ils restent pas dans le CRM? Et puis quand tu as pas de CRM, est-ce qu'ils restent dans ta tête, en tant que mini espoir, petit espoir? Ou est-ce que tu peux l'effacer de là et puis repartir sur du vierge? Et dans ce cas-là, effectivement, à mon sens et dans tout ce que j'ai pu essayer, le meilleur moyen de faire une relance, c'est pas de relancer, c'est d'apporter une information supplémentaire à ton client, une opportunité. C'est-à-dire que toi, tu l'appelles pas pour dire: «Allô, où t'en es?» parce que de toute façon, il y a que les vendeurs qui pensent que ça peut donner quelque chose, ça. Le mec va pas te dire: «Ouh, mais oui, mais j'avais totalement oublié que j'avais besoin d'une, voiture ou d'une cuisine équipée. Heureusement que vous m'appelez!» Ouais. Tu vois? Enfin, généralement que tu as un client qui est Alzheimer, il y a peu de chances que ça arrive. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, donc si tu veux, quitte à l'appeler, il faut surtout pas l'appeler en disant: «Alors est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que je peux?» et cetera, et cetera, et cetera. S'il avait réfléchi, il serait venu. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a que les vendeurs qui pensent que ça peut marcher et ça fonctionne pas du tout. Donc le seul moyen de faire une relance, si tu dois absolument l'en faire parce que tu te rends compte que tu aurais pu être meilleur, que ça a pas suffi à le convaincre, donc que tu as besoin de savoir où ça en est, c'est de la faire avec une vraie opportunité. Je vais te donner un exemple, dans la cuisine équipée, parce qu'on parlait de cuisine équipée, mais je vais t'en donner d'autres juste après. «Bonjour monsieur, bah, écoutez, voilà, je me permets de vous appeler parce que, vous aviez choisi, telle marque d'électroménager et puis ce mois-ci, bah, pour tous les gens qui achètent une cuisine, ils ont -50 sur la marque que vous aviez choisie. Donc c'est-à-dire que si vous prenez votre cuisine maintenant, vous avez -50 sur, bah, l'électroménager, en fait». Ça, c'est une vraie relance parce que j'amène une opportunité. Je l'appelle pas pour dire: «Allô, j'ai besoin de toi, tu en es où? J'ai pas de chiffres». Parce que c'est ça que tu as traduit une relance, qu'il y a pas d'opportunité. Tu comprends? Je Mmh. l'appelle en disant: «Voilà, aujourd'hui, bah, il y a une opportunité pour toi, je te la donne, que tu veuilles ou que tu veuilles pas acheter la cuisine, mon vrai job, c'est de te dire: "Bah, attention, en ce moment, il y a ça". L'idée, c'est je veux pas que tu me rappelles le mois prochain en me disant: "Tiens, je la prends", puis que moi je te dise: "Ah, c'est dommage, le mois dernier, tu avais -50 sur l'électro, mais je t'ai pas prévenu". Donc moi, je le fais de façon légitime, donc beaucoup moins, «Allô, oui, je voulais savoir, bah, où ça en était?» voilà, je le fais vraiment en mode, «Tiens, je vous apporte une info utile» et puis en même temps, le prospect là-dessus va automatiquement se justifier. C'est-à-dire qu'imagine, je t'ai vu pour te vendre une formation, Kevin, je t'appelle en te disant et je vais donner un autre exemple comme ça donnera de la matière à nos auditeurs. Je t'appelle en te disant, «Salut Kevin, je t'appelle parce que tu m'as dit que tu voulais la formation en septembre. Effectivement, je pense que c'est le bon moment parce qu'octobre, novembre pour lancer une formation avant Noël, c'est quand même pas l'idéal. Simplement, je commence à avoir un agenda plein pardon, sur le mois de septembre et sur début octobre. Donc je voulais te prévenir le plus tôt possible parce que si tu comptes vraiment la mettre en place en septembre, il faut qu'on le fasse maintenant». Tu comprends? Je t'apporte une information. C'est-à-dire que, tiens, voilà, en gros, pourquoi je fais ça? Parce que je suis professionnel et que si tu m'appelles demain ou après-demain en me disant: «Tiens, je veux ma formation en septembre» et que je te dis: «Il y a pas de place», tu vas me dire: «Bah, pourquoi tu m'as pas appelé avant pour me prévenir?» Tu vois? Moi, je t'apporte juste une info. Sauf que toi, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Qu'est-ce que tu vas répondre? Bah, là, après, la réponse, ça dépend, mais globalement, vu que j'ai eu du contexte, déjà, il y a de l'urgence, donc si ça peut motiver mon achat et qu'en plus de ça, bah, ça tombe au bon moment, bah, je peux te dire oui. Ou sinon, bah, tiens, prenons le cas où est-ce que la personne répond non. Eh ben, c'est justement ça que je vais chercher. Est-ce que c'était une fausse barbe? Est-ce qu'il m'a dit: «Je veux réfléchir, on verra plus tard», mais en fait, il veut pas de moi?
Oui, voilà, Ou faut se alors, est-ce qu'il débarrasser, y a eu un de problème de tous les timing? changements. Je vais chercher la vérité et qu'est-ce que va me répondre le client là-dessus? Bah, la vérité ou en tout cas, on va s'en rapprocher. Ouais. «Ah bah, oui, 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 vous avez bien fait de m'appeler, j'étais débordé. Allez, on y va, envoyez-moi le devis, je le signe». Ou alors: «Ah ouais, mais non, attendez, parce que j'ai pas tout à fait fait mes équipes, donc ça sera plutôt janvier» et je sais que c'est janvier. Ou alors, «Ouais, mais ça, en fait, j'ai bien réfléchi, je suis pas sûr qu'on en ait besoin maintenant, peut-être l'année prochaine» et puis c'était une fausse barbe. Et en fait, si tu veux, j'ai fait une relance sans faire de relance. J'ai pas appelé en mode: «J'ai faim». J'ai pas appelé en mode: «Alors, tu es où? Parce que, j'ai fait un devis, donc le minimum, c'est de me tenir au courant», comme je le vois des fois, tu vois? Bah non, ton métier, c'est de faire des devis, donc le minimum, c'est de pas te tenir au courant, tu vois? Par contre, ton minimum à toi, c'est d'être bon pour qu'il signe et qu'il ait pas besoin de te tenir au courant, ça, c'est sûr. Mmh. Et puis après, par-dessus ça, ben, tu as la justification du client, donc tu sais ce que tu en fais. Tu jettes pas, tu repousses, enfin voilà, tu sais où tu en es, en fait. Tu as appelé avec une bonne opportunité et tu sais où tu en es. Et ça, dans tout ce que j'ai travaillé en 20 ans, c'est la meilleure relance que j'ai eue. Parce que vraiment un mec qui s'est dit «oui», mais qui a pas eu le temps de te rappeler, qui attendait le devis d'un concurrent, mais qui a pas eu le temps de le comparer, ou qui a eu le temps de le comparer, pardon, mais qui a pas eu le temps de te rappeler et cetera, bah, là, tu vas les faire basculer immédiatement, puis au moins tu sais où tu en es. Et puis toutes les fausses barbes, bah, ils vont essayer de repousser, de rejeter le ballon en te disant, «Non, bah, l'année prochaine, bah, non, finalement, j'ai plus les finances, bah, non» et là, tu sais que de toute façon, c'était perdu et que le «je vais réfléchir», c'était d'ores et déjà un non, au départ. Et puis Mmh. là, bah, on revient à ce que je disais tout au début. Ben, là, c'est la déballe qu'il faut revoir. C'est comment je lui ai exprimé mon truc. C'est comment j'ai fait ma découverte. C'est toute la partie vente qu'il faut revoir et surtout pas travailler comment mieux faire des relances. Bah, non, ça sert à rien, absolument rien. Oui, parce qu'en fait, on travaille sur la conséquence du problème et pas sur la cause. Donc, si tu Exact. veux, c'est ça la problématique et je le vois aussi chez mes clients et moi, c'était un gros problème, les relances aussi, au début avec The Machine et je pense qu'il y a certainement encore des choses à améliorer. Donc il y avait j'ai participé à un Zoom, d'un entrepreneur qui fait 24 millions par an et il disait exactement, quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'il fallait apporter de l'information et de la valeur, surtout de la valeur, en mode, bah, la personne n'a pas transformé sur le devis, bah, on peut lui apporter des témoignages clients, on peut lui apporter de la documentation. Ça peut être une offre, limitée dans le temps, ça peut être X, Y, Z, mais ça doit créer de la valeur et le sentiment dans la tête de la personne qu'on est la bonne personne pour elle et ça doit être surtout le plus personnalisé possible. Lui, par exemple, il avait des audits qu'il envoyait après ses calls et il explicitait et en fait, tant que la personne répondait pas, c'était OK. Il disait: «Bon, c'est pas grave, elle a pas le temps» et cetera. Mais il envoyait des mails en mode: «Tiens, sur l'audit, j'ai également rajouté ça. Tiens, également, on aimerait te montrer ce qu'on a fait avec ce client cette semaine qui a exactement le même business que toi, qui a la même problématique. Tiens, regarde, on a fait une petite vidéo pour toi personnalisée de 2 minutes». Donc ils apportaient une petite touche, tu vois, qui faisait qu'en fait, ce mec, bah, il a transformé les plus grands entrepreneurs, aux États-Unis. Enfin, c'est pas des entrepreneurs, c'est plus des influenceurs. Il y a des mecs comme Chris Williamson qui sont vous pouvez regarder sur internet, il a un podcast, il est ultra connu maintenant. Bah, c'est lui qui manage tout son marketing et tout, mais il l'a transformé comme ça, en fait, avec, Mmh. du personnalisé et de la relance, Ouais, bien et sûr. c'est ça. Bah, là, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire là. Donc effectivement, oui, il a raison, ce qu'on disait tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'information, apporter une vraie raison de relancer et pas: «Salut, où t'en es?» et c'est ce qu'il fait là, en disant: «Tiens, en fait, je t'ai pas dit, mais j'ai mis ça sur ton audit, ça te sert à ça» ou «Tiens, cette colonne-là, elle veut dire ça» ou «Tiens, une petite vidéo de 2 minutes, j'ai pensé à toi», voilà. Ça, c'est même des techniques que j'utilise. Par exemple, que je traite un cas, je vois un reportage, qui parle de la société que je suis en avec laquelle je suis en train de travailler, bah, je vais lui envoyer le lien. Je vais dire: «Tiens, il y a une petite interview, j'ai vu, ça va te servir, ça va servir à tes vendeurs». Tu vois? C'est même pas, mais voilà et en plus, dans ce qu'il dit, il y a autre chose, c'est que ça crée de l'affect et cetera et cetera et cetera et cetera. C'est ça. Donc voilà. Là où je suis mitigé, c'est ce que je disais tout au début, c'est que ça doit vraiment pas être une technique, récurrente. Ça doit être vraiment une une cartouche de secours. Pour beaucoup, c'est trop une fatalité. Alors que moi, je suis vraiment, convaincu que si tu mets tout dans ta déballe, tu as pas besoin de relancer et que si tu as besoin de relancer, c'est que tu as pas été assez bon dans ton information, tu as pas assez adapté ton produit au client, tu as pas assez répondu à son besoin, tu as pas compris ce qu'il voulait et cetera et cetera. Mais quand tu donnes envie, tu donnes envie. Tu as pas besoin de relancer derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Et je ça, vois. c'est vraiment, très, très important à comprendre. Tu vas voir, je ne l'ai pas fait ici, mais on va en parler. Moi, je fais souvent un rapport qui est flagrant pour moi,
pour 2 raisons que je vais citer tout de suite, mais un rapport entre la séduction et la vente. Et les 2 raisons pour lesquelles ce rapport est flagrant pour moi, un, la séduction, c'est de la vente, c'est se vendre soi, se vendre 100. soi-même. Donc voilà. Et le deuxième rapport qui est flagrant avec ça, c'est que, ce qu'on fait dans la vente, on ne le fait pas dans la séduction. Ou plutôt ce qu'on fait dans la séduction, on ne le ferait pas dans la vente. Ouais, Tu vois? ouais. Et là, on peut déjà sur la lance amener un petit premier parallèle. Bah, c'est comme si tu achetais en ligne des cours de séduction ou que, tes parents, tu demandes à tes parents quand tu as 18 ans, des infos ou des astuces pour, séduire et puis que, bah, ils te massacraient la tronche avec, bah, faut relancer, faut savoir relancer, je vais te dire comment faire les meilleures relances, tu peux pas draguer si tu peux pas relancer. Non, 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 non. Non, vraiment, si tu as eu un coup de cœur, vraiment tu t'es loupé, vraiment elle t'a envoyé chier, elle t'a donné un faux numéro, elle t'a dit, peut-être plus tard, et cetera, et cetera. Peut-être qu'on trouvera un moyen, en étant très fin, de rattraper un peu la sauce, peut-être, mais la chance est infiniment faible parce que c'est avant que tu as merdé et donc ce qu'il faut apprendre comme bon comportement, c'est comment, être apprécié, comment être charismatique, comment tout ce qui va faire que ça influe sur ton toi avant, d'être, ghosté, si tu veux. On va pas que travailler la relance, parce que si on fait que travailler la relance, il y a aucune chance que tu rencontres quelqu'un et puis, sur 1000 coups de cœur, on va peut-être en rattraper une. Voilà et c'est ce qui se passe en lance, tu vois? Et ben, c'est ce que je dis la même chose pour la vente. Arrêtons de travailler la relance, arrêtons de travailler le traitement d'objection, ça je vais y revenir après sur un gros chapitre et travaillons en amont. Donc voilà pour le 2 poids 2 mesures, Kevin, sur le sujet. Alors, c'est intéressant sur les objections. Encore une fois, le problème, c'est de ne pas travailler sur les conséquences, mais plutôt sur la cause profonde. Exactement. Quand on a une objection, un appel, c'est qu'il y a pas les bonnes questions, selon moi, qui ont été posées en amont pour les prédémonter ou pour les mettre en surbrillance. Ce qui fait que la personne qui vous dit: «J'ai pas le budget», c'est que le budget n'a pas été traité plus tôt. Vous savez pas combien elle était prête à investir, quelles étaient ses disponibilités, financières, à quel moment elle voulait investir, quelles offres elle avait pu comparer et cetera. Donc il y a des choses qui ont pas été mis en lumière, soit parce que vous avez des peurs de poser les questions qui font mal, soit parce que vous le savez pas ou parce que vous avez zappé, vous n'avez pas suivi, les étapes, de votre script de vente, enfin de vos étapes de vente. Donc on arrive en fin de call, il y a des objections. Comment est-ce que selon toi tu approches les objections et pourquoi, tu disais tout à l'heure que c'était, selon toi, pas la bonne méthode de gérer les objections à la fin? Alors, on va aborder ce sujet effectivement parce que j'ai vu qu'il te démangeait et je vais être honnête, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder aussi. Ça donc on va se libérer de ce poids, alors, la première chose, c'est que on va partir d'un principe très simple que personne ne dit. J'en parle souvent, sur LinkedIn, à travers des interventions, dans les commentaires, je suis très transparent, moi, donc j'essaie d'être assez clairvoyant avec tout le monde, que ce soit des coachs de vente, des vendeurs, des directeurs commerciaux et cetera et cetera. J'en parle souvent. Déjà, il faut se mettre en face une réalité, que personne ne se met en face, alors qu'on la sait, on la connaît, c'est pas d'aujourd'hui. Et cette réalité, c'est la suivante: une objection, à 80 du temps, c'est un mensonge. 88 objections sur 10, c'est un mensonge. Un écran C'est ce qu'on de fumée. appelle une objection comment, pardon? C'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée, exactement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'en tout cas moi j'appelle dans la vente, mais c'est pas moi qui ai inventé le terme, une objection non fondée. C'est un mensonge et regarde, pour ceux qui en veulent la preuve, regarde quand tu vas acheter un truc et quand tu dis à un vendeur: «Juste, je regarde, je veux réfléchir». Quand tu prends de la prospection téléphonique: «Ça m'intéresse pas», tu sais même pas de quoi encore il s'agit. «Je suis locataire», c'est pas vrai parce que tu en as marre d'être démarché et cetera, et cetera, et cetera. Tu vois? Et même d'ailleurs dans la vie de tous les jours, ou vendeur ou pas, souvent quand on donne une excuse à quelqu'un qui nous est pas très, très proche, c'est bien souvent un mensonge. Ou parce qu'on veut gagner du temps, ou parce que c'est des raccourcis qui sont faits par le cerveau, ou parce que et c'est la raison principale en vente, on a peur ou on a des préjugés. Et donc, il va pas me lâcher, donc je préfère lui dire que je cherche rien et je peux chercher tout seul, plutôt que de lui dire: «Ouais, bah, je regarderai, si j'ai besoin de toi, je t'appelle». Je vais lui dire: «Non, c'est bon, juste je regarde». Tu vois? Et donc vu qu'on a des préjugés sur, la façon dont se comportent les vendeurs, et ben, 80 des objections sont des mensonges. Et quand tu pars de ce principe-là et que tu as compris ça, il faut m'expliquer comment on peut faire des formations pour traiter les objections.
Comment on peut traiter un mensonge? Comment? Alors, toutes les méthodes disent la même chose depuis 25 ans. Accepter, reformuler, justifier, argumenter. Donc tu as 2-3 variantes sur les lettres, tu vois? Il y en a, c'est la méthode Arch-Dissot, l'autre c'est Arch je sais pas quoi, mais c'est tout le temps la même chose. Accepter, oui, je suis d'accord avec vous. Reformuler, donc vous me dites bien que mais c'est un mensonge. Comment veux-tu que ça fonctionne sur un mensonge? Ça peut pas. C'est impossible. Par contre, la bonne question à se poser et je reviens dessus, je viens d'en parler, pourquoi il ment? Il ment parce que souvent, peur ou préjugés. Donc s'il a peur ou s'il a des préjugés, c'est parce qu'on lui a créé ces préjugés. C'est parce que nous, on a contribué à créer ces préjugés. Pourquoi on a contribué à créer ces préjugés? Parce qu'on se comporte comme des vendeurs. En se comportant comme des vendeurs, avec des attaques de vente, avec des bris de glace, avec plein de choses, en se comportant comme des vendeurs, eh ben, on provoque chez le client une objection qui est un mensonge, qui est presque automatique, parce qu'il a tellement l'habitude d'avoir des vendeurs, d'entendre tout le temps la même chose, de qu'on essaye de le mettre au pied du mur et cetera, bah, qu'il se protège de cette façon. Donc pourquoi je t'ai raconté tout ça? Bah, pour en venir à 3 conclusions. Première conclusion, une objection, ça se traite pas, ça se pré-traite. Ça s'anticipe. On ne peut pas traiter une objection, c'est impossible. On l'anticipe. Comment on l'anticipe? Tu as mis le doigt dessus tout à l'heure avec raison, Kevin. C'est-à-dire que c'est dans la découverte, c'est dans les questions que je vais lui poser, et cetera, et cetera. Je dois sentir certaines choses qui sont avec lesquelles ils ne sont pas en phase, parce qu'on est bien d'accord que dans la grande logique, s'il y a des objections, c'est qu'il y a des choses, avec lesquelles il n'est pas, tout à fait d'accord, tout à fait aligné, ou il n'a pas fini de comparer, ou enfin, en tout cas, il y a une raison valable et ces choses, cette raison valable, je dois la trouver en amont. Avant qu'il me la donne, je dois la trouver. J'ai un truc que je dis depuis, 20 ans en vente, à tous mes vendeurs quand je suis en réunion, quand on parle d'objection. Traitement d'objection, c'est un peu comme sur un gamin de 8 ans mettre un pansement sur une plaie. C'est-à-dire que tu as 2 solutions. Effectivement, tu peux quand même traiter l'objection, mais ça revient à mettre un pansement sur une plaie. Donc tu as toujours la plaie, tu as toujours la douleur et puis il va falloir attendre que ça passe. Et puis pré-traiter l'objection, c'est empêcher le gamin de tomber. Pas de plaie, pas de cri, pas de pleurs, pas de pansement. Bon, bah, la meilleure solution, c'est de la pré-traiter. C'est d'empêcher que ça arrive. D'empêcher de déclencher cette peur chez le client ou d'empêcher un manque de réponse aux besoins ou d'empêcher le fait que, tu sois pas dans le prix ou que tu aies pas bien expliqué pourquoi ton concurrent pourrait être moins cher ou plus cher. C'est dans ces faits-là que tu pré-traites ton objection et ça, c'est hyper important. Parallèlement à ça, si j'ai pas le choix, un petit peu comme la relance tout à l'heure, parce qu'on n'est pas des magiciens. Ça arrive de louper un truc et puis pam, j'ai une objection. Et ben, la première chose, c'est que je pars du principe que c'est un mensonge. Donc j'écoute surtout pas les bêtises que j'entends en coaching toute la journée, en vente toute la journée ou dans les écoles de vente. Accepter, reformuler, c'est-à-dire traiter rationnellement. Pourquoi? Bah, parce que si tu traites un mensonge de manière rationnelle, tu renforces le mensonge. Tu déclenches un mécanisme de protection encore plus puissant et tu renforces le mensonge. Et là, tu rentres dans une guerre où le prospect, il va plus chercher à avoir un raisonnement logique ou à t'écouter. Il va juste chercher à démonter ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux te dire? Et je vais te donner un exemple, très simple. Tonton Marcel et tonton, Michel, à Noël, un de droite, un de gauche, tu sais, tu les connais, on les a tous déjà eus ceux-là. Bah, voilà, ils font du traitement d'objection comme on leur apprendrait à l'école de vente, entre eux. Bah, tu as vu où ça mène le débat? Oui, c'est un débat Mmh, stérile ça qui n'avance monte, pas, ça quoi. monte, ça monte. Bah, oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on essaye d'envoyer, de démonter le en fait, à la fin, c'est plus un cerveau rationnel qui essaye de comprendre ce que dit l'autre. C'est juste pour pas avoir tort et ça, c'est le cerveau qui le crée, c'est un mécanisme de protection. Je démontre l'idée de l'autre. Donc tu peux jamais avoir une fin là-dessus. Jamais, parce qu'il va exprimer une idée, il va essayer de la démonter, l'autre il va essayer de démonter l'idée et cetera, et cetera, et cetera. Bah, c'est exactement ce qui se passe quand tu traites une objection en vente de manière rationnelle. Oui, on a eu le cas avec un client il y a pas longtemps qui a essayé de démonter exactement ce type d'objection à la fin et en fait, il se basait sur un mensonge. Il essayait d'argumenter sur un mensonge, la personne continuait de mentir, mais en plus sur des choses tellement gros, en fait, qu'en revoyant l'appel, je me suis dit: «Mais elle a osé dire ça».
en fait. Ah oui, Et en fait, on a mais aussi trouvé en réécoutant l'appel, on a vu qu'elle nous avait dit l'opposé au début du call. Et donc en fait, quand je lui faisais le feedback, je lui disais: «Mais en fait, tu as pas été chercher la vraie raison de ton objection qui était probablement une peur de sauter l'étape, de se lancer, de exactement. changer d'identité, de passer de ma situation A à l'identité B, de gravir le mont Everest». C'est ces changements d'identité et cette procrastination de la décision qui était la vraie problématique à traiter. Alors voilà, je valide pas la vraie, raison, je n'y étais pas, je peux pas te dire, bien sûr, Kevin, mais par contre, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, bah, si je traite pas la vraie raison, et je vais te donner quelques exemples qu'on a tous en tête, je reçois un coup de fil des pompes à chaleur comme on en a 25 par jour, je décroche et puis je vais dire: «Non, mais je suis locataire», alors que c'est pas vrai. Et le mec, il a beau me dire, «Alors vous me dites que vous êtes locataire, mais moi sur le fichier, je vois que vous êtes propriétaire». Ben, je vais pas, ça va pas me faire comprendre du tout. Je vais lui dire, «Non, non, je vous dis que moi je suis locataire, je sais, votre fichier il est pas à jour». Mais je vais faire que après qu'est-ce qui m'importe? C'est de pas perdre la face. Donc c'est de démonter ce qu'il dit, pas d'écouter. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon bah, écoutez, merci, je vais réfléchir sur une annonce de prix. Je vais réfléchir, je veux prendre mon temps, j'ai besoin de réfléchir. Le mec, en fait, il veut pas réfléchir, il attend le devis d'un concurrent. Bah, si tu es en mode alors OK, beh, c'est normal que vous vouliez réfléchir, monsieur. Alors par contre, comment je pourrais vous aider à réfléchir? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde le mec? Non, non, mais c'est bon, je vais regarder tout seul. Non, mais si, parce que si vous voulez réfléchir, il y a sûrement des éléments que vous avez pas compris, que moi je connais bien dans mon produit, je pourrais vous aider à réfléchir sur le non, non, mais je vais réfléchir tout seul. Tu as pas compris, tu m'énerves. Bah oui, parce que je veux pas réfléchir, j'attends le devis d'un concurrent. Comment tu veux traiter ça? Bah, tu peux pas traiter ça. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux te dire? Enfin, en tout cas, pas rationnellement, pas comme c'est fait, pas comme on nous propose de le faire. Ça peut pas Clairement. fonctionner. Oui, bah, de toute façon, prenons un exemple, des stats très simples. Moi, au début, quand j'étais pas formé en vente, on avait à peu près 60 à 70 calls de vente par mois et on transformait à 4 OK, 4. C'est OK, catastrophique, tu vois? OK. C'était vraiment catastrophique et en fait, maintenant, le taux de conversion, il est entre 30 et 40. Donc on n'est pas les meilleurs closers de la terre, mais en fait, il est bon et la C'est raison un étant standard, ouais. parce qu'il y a un process de pré-démontage d'objections, de creusage. Tant qu'on n'est pas sûr, qu'on ne peut pas aider la personne et qu'on n'a pas évalué les différents items, c'est quoi son processus décisionnel? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui intervient dedans? C'est quoi son budget? Combien elle est prête à investir? Est-ce qu'elle est réellement dans les critères de qualification et la scorecard? Bref, il y a plusieurs choses qui fait qu'à la fin, si elle me dit: «Je vais réfléchir», moi, souvent, ce que je pose comme question, hormis la réflexion, donc je l'ai dans le verbiage, je veux omettre la réflexion, parce que je sais que c'est faux. Je lui dis: «Est-ce que tu ressens que ce que je t'ai partagé aujourd'hui peut t'amener au résultat que tu attends?» Parce que je veux savoir si elle valide que je suis la bonne personne. Parce que ça se trouve, la vraie objection, c'est non pas la réflexion, c'est qu'en fait, elle a écouté ton charabia pendant 1 heure pour te faire plaisir, mais en fait, elle sait qu'elle va pas acheter parce qu'elle te fait pas confiance, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, j'allais le dire là, tu as très bien déjà analysé Kevin, mais bon, ça j'ai pas trop de doute là-dessus à ton sujet ou sur tes compétences sur le sujet. Mais en plus, tu t'en viens à un truc essentiel sur lequel j'allais rebondir tout de suite, tu vois? Et pour moi aujourd'hui, et ça déclenche beaucoup d'objections, ça pour moi, ça déclenche une grosse partie des objections, surtout les non fondées. Le plus gros frein à la vente, c'est la sécurité. Je dirais même le seul frein à la vente. J'ai fait un post sur le sujet il y a pas longtemps, un petit short d'ailleurs. Le seul frein à la vente, c'est la sécurité. Il y en a pas d'autre. Pour moi, il y a pas d'autre frein à la vente que la sécurité. Je vois ce que C'est-à-dire tu veux que dire. s'il y a vraiment quelque chose qui peut empêcher quelqu'un d'acheter, c'est le point de vue sécuritaire. Et même dans notre vie, le fait de prendre des décisions. C'est la sécurité. C'est ça qui nous empêche parfois de changer de table, de se lancer à notre compte, et Totalement. cetera, et cetera, et cetera. C'est-à-dire que pour moi, la seule vraie possibilité qui bloquerait une vente totalement, c'est la sécurité. Tout le reste, tu peux te débrouiller, l'argent, le truc, tu peux toujours te débrouiller. Et du coup, souvent, souvent, la sécurité n'est pas établie dans un processus de vente. Ils ne mettent pas le client en sécurité. Et donc, par le fait, ça provoque des objections. Et automatiquement des objections non fondées, non sincères, des mensonges, parce que le mec va jamais te dire: «J'ai pas confiance en toi. Donc je veux réfléchir, c'est trop cher, j'ai pas le budget», alors que la vraie vérité, c'est: «J'ai pas confiance. J'ai pas Mais confiance en ce c'est que tu évident. vas me faire atteindre, j'ai pas ci, j'ai pas ça», tu vois? Et puis là, si on revient sur notre chapitre qu'on évoquait, le traitement d'objection, bah, là-dessus, comment tu veux traiter l'objection?
C'est trop cher. Alors, c'est trop cher par rapport à quoi? Mais c'est trop cher par rapport à que je te fais pas confiance. Donc, toi, je te donnerai pas 1 € en fait, mec. Tu comprends? Donc, tu peux tout traiter l'objection, ça marchera jamais. Je vais faire que me renfermer, continuer de te mentir, et cetera, et cetera, et cetera. On a eu le cas il y a pas longtemps et d'ailleurs, sur la sécurité, on a eu un prospect en call qui n'a pas acheté chez nous et la sécurité du coup a un double sens parce qu'il y a aussi le sécurité dans la sécurité dans le changement. C'est-à-dire que cette personne, a un business qui fait assez d'argent et du coup, elle se complaît dans une certaine sécurité, dans ce sens-là, dans le sens de: «Je suis sécurisé dans cet environnement et je viens parce que je suis séduit par l'idée de grandir plus, mais l'idée me séduit, mais l'implémentation, le fait de prendre la décision de changer, non, en fait, je suis bien dans ma sécurité actuelle». Donc la personne voit plus de bénéfices à rester dans sa situation actuelle qu'à réellement implémenter le changement et qu'elle est juste séduite par l'idée de changer et pas par le Ouais, fait de l'implémenter. Donc la tu sécurité a un viens de double sens, décrire tu le vois? La confiance et processus, ça. ouais, c'est ça. Mais tu viens de décrire le processus, des objections, des majeures objections, du manque de sécurité dans la vente, ce qui broie 80 des ventes. Voilà, tu viens de le décrire parfaitement. C'est exactement ce qui se passe dans la tête d'un client qui achète pas et là où il y a peut-être une finesse à jouer, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, que ce genre de personne, que moi quand ça m'arrive, que toi quand ça t'arrive, on n'a pas le courage de. C'est pas forcément qu'on manque de motivation pour. La raison principale, c'est souvent qu'il y a un point ou 2 de sécurité qui est pas stabilisé et qui fait partie des fondamentaux. C'est-à-dire que ouais, tu vas y arriver, lance-toi à ton compte ou tiens, lance-toi en formation, ça va te permettre de passer de ça à ça et cetera, et cetera, et cetera. Tu vois? Bah, si par exemple, la stabilité financière et ce qui est un gros problème de sécurité, hein, est un peu juste, il y a un côté de, ouais, mais OK, j'ai confiance en moi, mais il y a ce mais de si je me loupe dans la situation actuelle dans laquelle je suis, je vais vraiment prendre une grosse marche. Je vais vraiment prendre une grosse gamelle. Je vais vraiment manger un vrai mur, tu vois? Donc, bah, j'attends d'être un peu plus stable parce que ma sécurité de base, mes éléments vraiment, quasi vital, on n'y a pas répondu. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, j'ai vu des fois en creusant des gens, où j'ai arrêté, j'ai même pas été à la proposition et cetera, parce qu'en creusant, bah, je me suis aperçu, par exemple, elle avait un CDI, elle était, agent immobilière à côté, maman seule. Et puis, elle savait qu'elle pouvait y arriver en agent immobilier. Il y avait déjà des petites rentrées, mais elle avait trop peu de temps à y consacrer et le premier conseil qu'on pouvait lui donner, c'était déjà d'y passer plus de temps, tu vois? Avant d'amener des accompagnements efficaces et cetera, et cetera. Même si elle était persuadée d'y arriver, le delta de 3 mois, 6 mois que tu mets dans l'immobilier, à avoir un retour sur le temps d'investissement de travail, c'est-à-dire que je me mets vraiment à travailler demain 8 heures par jour, bah, c'est des choses qui vont peut-être payer dans 3 mois ou dans 6 mois, le temps de vendre, le temps que le compromis soit fait, le temps de toucher la commission et cetera, et cetera. Bah, lui disait: «Ouais, mais attention, parce que là, à 1 mois près, à une vente près, à un an près, à une semaine près, je donne pas à manger à mes gamins, je paye pas mon crédit» et cetera, tu vois? Et là, c'était pas un problème de confiance en elle, c'était pas un problème de peur de sauter le pas, c'était vraiment un problème de dire: «C'est presque irresponsable de mon point de vue, de ma valeur sécuritaire, de sauter le pas maintenant, parce que s'il y a le moindre quick et on sait que ça arrive, je peux plus manger, je peux plus nourrir mes gamins, je peux plus payer mon crédit». Tu comprends? Et ça, c'est un vrai frein de sécurité, tu vois? Et là-dessus, bah, le bon exemple, hein, tu vois, j'ai pas perdu mon temps, hein. Stop, prenez votre temps, refaites-vous une santé financière. Le jour où vous avez les moyens de vraiment passer à 100 d'IMO, vous me rappelez, on se formera avant. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Mais le faire maintenant pour commencer dans 1 an, ça sert à rien. Et puis d'un autre côté, le faire maintenant en se disant: «Je vais peut-être commencer demain dans la situation dans laquelle vous êtes», je suis pas sûr que vous sauterez le pas et je le comprends. À votre place, j'hésiterais à le sauter aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, j'aurais pas tenu compte de ça, j'aurais fait ma démo jusqu'au bout, j'aurais eu je veux réfléchir, j'aurais eu un je veux réfléchir et on y serait encore. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, bah, elle a toujours pas attaqué. Ouais, puis Parce c'est là qu'il que y tu avait vois un la vrai problème de différence, sécurité. tu vois la différence aussi, sur, l'attitude. C'est-à-dire que quelle est la meilleure décision que je peux apporter de mon point de vue pour le prospect, enfin l'aider à prendre la bonne décision, en omettant le fait que je vais toucher une commission. Parce que ça, il y a tu vois, il y a toujours ce biais, c'est qu'on est là, enfin je parle de closer, hein, mais c'est pareil pour un entrepreneur, on sait qu'on va toucher quelque chose. Donc en fait, je sais que le prospect n'est pas forcément en capacité de prendre la meilleure décision parce que prenons le cas de la perte de poids, s'il est de cet appel, c'est qu'il n'a pas réussi à perdre de poids avant. Donc c'est-à-dire que son environnement
et lui-même n'ont pas réussi à créer le changement chez lui. Donc c'est qu'il a besoin d'une tierce personne qui est faite pour ça. Donc ça peut être toi, le coach sportif on appelle, mais le problème, c'est que tu dois prendre aussi en considération non pas le fait que tu veux l'aider et que c'est réellement bon pour elle, mais c'est si la personne, par exemple, j'ai eu le cas d'un prospect comme ça en call, 2 personnes qui généraient un peu d'argent, mais très mauvais état d'esprit, vraiment très mauvais et malgré la phase d'éducation, pendant une demi heure, 45 minutes et cetera et ensuite un deuxième call, bah, ça rentrait pas dans les critères de qualification chez nous, mais ils avaient du cash, hein. Le mec avait 10 000 € à investir et cetera, mais il voulait se déresponsabiliser à 100 de leur entreprise. Ils voulaient rien gérer, ils voulaient tout déléguer alors qu'en gros, ils étaient des débutants et à côté de ça, bah, situation financière personnelle, ils avaient quelques dettes. Je sentais qu'il y avait des quand j'ai creusé vraiment le budget, malgré qu'ils avaient de l'argent, il y avait quand même quelques petites tensions de leur côté et en fait, juste, c'est pas le bon fit. Donc il y a aussi les critères de qualification vraiment à respecter et se dire: «Bah, oui, je suis là pour vendre, oui, je suis là pour faire du cash, mais en fait, est-ce que je tiens réellement à avoir un client qui derrière va me mettre 1 étoile sur 5 sur Trustpilot et du coup m'en faire perdre 12 et qui va être chiant à gérer et qui, au bout de 2 mois, va décrocher et qui va demander une demande de remboursement ou qui va faire ce qu'on appelle un chargeback, sur Stripe et donc finalement, bah, est-ce que je suis prêt à vivre cette douleur-là ou plutôt à laisser passer cette vente-là pour que le prochain call, je le transforme et que ce soit le client parfait?» Exactement. Mais tu sais, alors, tu viens d'ouvrir plein de sujets, Kevin, et je vais essayer de rebondir un peu sur tout ce que tu as dit, mais on va d'abord rebondir sur le sujet, qu'on évoquait tout de suite, qui est à mon sens le plus important. Tu viens de dire un truc important et tu vois, c'est l'exemple, moi je l'ai vu, c'est cet exemple avec des coachs en perte de poids, tu vois? Avec le mec, qui commence à regarder novembre-décembre pour un coach sportif et un programme, ou un programme de régime, chez Bien-être avec des produits, des machins, des trucs. Forcément, tu sais, tu regardes, tu remplis un lead si tu es pas, très, entraîné. Puis paf, tu prends un coup de fil d'un closer, tu vois ce que je veux te dire? Donc il veut te mettre tout de suite dans la machine et badadi et badada. Il a des primes en fin d'année, donc là on y est, novembre, décembre, faut y aller, tu vois? Sauf que le mec, quand il regardait, il s'est dit: «Bon, bah, voilà, là, je passe une mauvaise période, je viens de divorcer, donc là, je passe les fêtes, bonne résolution de janvier, là, vraiment, janvier, j'arrête de fumer, j'arrête de bouffer, je me lance dans le programme», tu vois? Genre, le 15 janvier, j'arrête de fumer, je commence à me remettre doucement, puis à partir de fin janvier, début février, je me lance dans le programme, tu vois? Bah, ce mec-là, tu peux l'appeler pour le lancer dans le programme au mois de novembre, hein. Si tu as pas un bon de commande pour le signer en février, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, Tout c'est ça, tu facile. dois détecter dans la découverte, quand tu discutes avec ton client et cetera et cetera et cetera, et pour 2 raisons évidentes. La première, c'est que un, tu viens de le dire, le gain de temps. Le gain de temps. Moi, je fais de la prospection téléphonique tous les jours. J'ai des méthodes hyper efficaces, je peux t'assurer. Aujourd'hui, je prends à peu près un rendez-vous à chaque fois que j'ai 5 conversations et je parle de call call, hein. D'accord? Ouais, prospect froid, vraiment froid, Prospect froid, connais donne-nous un annuaire, 5 personnes qui décrochent, tu as un rendez-vous, peu importe le domaine. Pompe à chaleur, peu importe, cuisine, ce que tu veux, coach sportif, ce que tu veux. Donne-moi un truc, alors à peu près ciblé, si tu me donnes un annuaire de page blanche pour faire du B2B, forcément, il va falloir que je trouve un patron avant de pouvoir avoir une conversation. Mais dès que j'ai 5 conversations, j'ai un rendez-vous. D'accord? Et bah, la première chose que je fais en cold call, une fois que j'ai fait ma présentation, je fais une petite présentation de 30 secondes. Alors j'ai une accroche, un accord, on en parlera après si tu veux, mais je fais ma petite présentation et la première question que je leur pose à la fin de leur présentation, mes 30 secondes sont terminées, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Qui peut vous intéresser ou pas? Oui, on avance, non, ciao. Pourquoi? Bah, parce que soit j'ai pas réussi à donner envie, soit j'ai pas réussi à rassurer, soit ils ont pas besoin. Bah, comment je vais traiter ça en call call? Ils me connaissent depuis 30 secondes. S'il me dit que ça l'intéresse pas, bah, c'est que ça l'intéresse pas. Il a pas confiance, c'est pour plus tard ou il a pas besoin. Point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vite raccrocher pour vite en joindre d'autres. Parce que je sais que quand j'en ai eu 5, il y en a un qui me dit oui. Donc les 4 qui vont me dire: «J'ai pas besoin», j'ai aller traiter de l'objection, de la croyance limitante sur du cold call, enfin, tu vois? Mais enfin, comme une personne, quand je faisais de la pompe à chaleur, les premières choses qu'on nous a appris à faire, de l'économie pardon, pas de la pompe à chaleur, mais de l'économie d'énergie, parce que tu sais, on faisait des bilans thermiques, puis après on était capable de vendre isolation, fenêtre, pompe à chaleur, photovoltaïque, en fonction du besoin, adoucisseur d'eau, tout ce qui était amélioration de l'habitat, on vendait en fonction du besoin. Bah, quand je vendais ça, première chose que je alors vous allez me dire: «Là, c'est logique», mais c'est pareil dans l'autre sens, c'est une sorte de gain de temps. Première chose que je regardais, que je m'assurais, c'est qu'ils étaient finançables. Parce qu'on travaillait qu'avec des financements. Si le mec, il est pas finançable, bon, bah, ça sert à rien. On Ouais, tu perds pourra ton en temps, rendre en un truc, fait. tu perds ton temps.
Alors là, tu vas me dire: «Oui, mais là, c'est obligé», mais c'est pareil. Quelqu'un qui te dit: «Je veux pas de site internet», au téléphone, quand tu fais de la prospection téléphonique, si tu commences à essayer d'enlever les croyances limitantes en cold call, alors déjà, il t'a sûrement menti. C'est qu'il a pas l'argent, c'est que il j'en sais rien moi, il va fermer, c'est qu'il a déjà une autre quelqu'un d'autre en vue. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis en plus de ça, ton boulot à toi, c'est de gagner du temps. C'est d'améliorer ta présentation, de faire une belle présentation qui donne envie, qui rassure, parce que la sécurité est un point important, donc elle doit être abordée dans chaque étape de vente. Et puis après, jusqu'à tomber sur quelqu'un qui dit: «Ben ouais, ça peut m'intéresser». Tu vois? Et puis là, bah, ça te donne une vraie opportunité de déballer. Et ça marche, hein, parce que je te dis, moi, je le fais au quotidien, en cold call, en posant cette question-là, j'ai un rendez-vous chaque fois que j'ai 5 conversations. Je mets n'importe quel coach de vente au défi de le faire. Et pourtant, en 30 secondes, j'ai posé la question: «Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas?» Pire, j'ai même une question en prémon pour voir si je tombe pas sur quelqu'un qui a un trop, mais bon, ça passe à 100 ça, parce que ça induit de la curiosité et tout ça. Mais en prémon, où je dis: «Bonjour, Romuald Bouger, on vous dit quelque chose?» «Oui, non?» «Bah, très bien, est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder pour que je vous explique qui je suis?» Je commence par une question. Mmh. Tu vois? Alors là, tout le monde me dit oui parce qu'ils savent pas qui je suis, ça amène de l'intrigue, donc c'est bien fait. Donc j'ai pas de non. J'ai dit oui tout le temps. Mais cependant, bah, je commence par là. Tu vois ce que je veux te dire? Le mec sur 1 000 000, allez, ça m'est peut-être déjà arrivé une fois sur 1 000 000 d'appels, il me dit non, parce qu'il a senti le truc venir, parce qu'il est mal luné, parce que j'en sais rien, et bah, ciao! Je passe au suivant, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et Et ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, ça rejoint ce truc un peu de traitement d'objection, et cetera. Quand tu arrives à bien déballer, quand tu arrives à être précis, quand tu arrives à donner envie, à passer de l'émotion dans la vente, on citera peut-être après tout ce qui est important pour faire une vente, pour faire une bonne vente ou un bon vendeur. Mais quand tu arrives à faire tout ça et à bien structurer ta vente et bah, tu donnes envie. Quand tu donnes envie, tu as pas besoin de relancer, tu as pas besoin de traiter les objections et tu as pas besoin de te battre contre un non parce que, bah, ça arrive de temps en temps. Déjà, c'est pas souvent, hein, parce que cette méthode-là, aujourd'hui, que ça soit moi ou les gens que j'ai formés, elle fait se transformer à 80. Donc on parle de 2 sur 10, qui ont des objections, qui disent non, qui ceci, qui cela. Mais quand ça arrive, bah, faut les laisser partir. C'est que c'est pas le moment, c'est que j'ai mal ciblé un truc, c'est que et tout ce que je peux faire, c'est améliorer pour le prochain. Et donc, tu vois, on a commencé là ce podcast par selon moi ce qui était fondamental de comprendre. Donc c'est les points qu'on a évoqués. Parce que les gens viennent souvent: «C'est quoi le script? C'est quoi les questions à poser?» et cetera. Mais c'est déjà la mauvaise question que tu poses, en fait. C'est que c'est pas ça, en fait, le 20-80. Le 20-80, c'est ton identité en tant que sales, qui tu vas attirer, quelles objections tu vas créer chez la personne, ton attitude, quelle valeur tu vas amener et ensuite seulement, c'est la technique. Donc c'est déjà le savoir-être et ensuite le savoir-faire. Et donc la question qu'on va avoir à ce moment-là dans ce podcast, bah, c'est quoi les étapes d'une bonne vente selon toi? Moi, je pourrais partager mon point de vue juste après, mais on va quand même répondre à cette question. Moi, je pense pour clôturer et de redéléguer la parole, je pense qu'avoir un script, c'est bien quand on est onboardé sur un nouveau pôle vente, qu'il faut atteindre les KPI, donc les indicateurs, financiers, les objectifs et qu'on n'est pas voilà, on a besoin de structure, mais qu'après il faut s'en détacher pour pouvoir valider des étapes. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle étape on est et de garder le cadre, un peu comme un tunnel. On garde vraiment: «OK, là, je suis dans la découverte. Ah tiens, il m'a parlé du budget, je vais creuser le budget». Parce que là, on n'a pas été au fond, tu vois? Là, je sais, je pressens une objection, je pressens une peur dans son langage inconscient, tu vois? Donc c'est creuser, creuser, creuser et bien suivre les étapes et pas forcément voir les questions parce qu'on n'est pas des robots, en fait, on est des humains. Donc forcément, on ne peut pas adapter un script de robot à des humains. Chaque conversation est presque unique. Donc c'est quoi le process, de vente selon toi en appel? Je vais te donner, beaucoup plus que ça, Kevin, mais par contre, je vais répondre à ta question très précisément. Mais je vais te donner beaucoup plus que ça et je vais commencer par l'attitude. Tu l'as dit avant de commencer ta question, c'est 80-20 l'attitude et je suis totalement aligné avec toi. C'est tellement 80-20 l'attitude que quelle que soit la formation que tu prends, si les gens ne connaissent pas, je commence par ça. Tu me prends une formation pour la prospection, je commence par l'attitude. Tu me prends une formation sur la découverte, je commence par l'attitude. Sur le traitement d'objection, je commence par l'attitude. Pareil chez nous. C'est 80-20. C'est point final. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la mode, le mindset, mais c'est la base. Et donc la première chose qu'il faut dire à un vendeur qui veut performer, c'est 3 trucs importants au niveau de l'attitude.
Attitude, je m'entends, c'est un peu large le mot, mais tu vas le comprendre tout de suite. Mais 3 trucs hyper importants au niveau de l'attitude. Le premier, c'est de pas se comporter comme un vendeur. De ne surtout pas écouter ce qu'on a pu vous dire à l'école, sur internet, sur les réseaux et cetera, avec des techniques de vente toutes faites qui font que tu pues la vente à des kilomètres. Il faut rester naturel et Ça, pour c'est clair. la première raison, la première des raisons de ça, c'est qu'on n'achète pas rationnellement, on achète avec les émotions. Toutes nos décisions, l'humain les prend avec ses émotions et il rationalise après. C'est comme ça que marche notre cerveau et on ne peut pas dire le contraire, c'est chimique, physique, prouvé. On prend nos décisions avec les émotions et ensuite on rationalise. Tu sais, c'est le petit truc ça de j'achète le jean parce qu'il est en solde, puis après en voiture je me dis, «Ah putain, est-ce que c'était le moment d'acheter un jean?» Puis après je me dis: «Ah bah attends, je m'en achète jamais, finalement, Mmh. ouais, puis je vais pas aller au boulot, en caleçon, ça la fout mal, à un moment, je peux me prendre un jean de temps en temps», tu vois? On achète avec les émotions et on rationalise après et ça, c'est hyper important à comprendre, parce que quand tu as compris ça, ça veut dire qu'un vendeur, son premier job, c'est de passer des émotions. Si tu passes des émotions, c'est vendu, tu vois? Et le meilleur moyen, pour pas dire que c'est même, obligatoire pour, mais le meilleur moyen de passer des émotions et je le répète, pour pas dire c'est obligatoire pour y arriver, c'est d'être naturel. Parce que si je suis pas moi-même, il y a un truc qui fait qu'on dégage pas les émotions souhaitées. Donc il faut être naturel. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi naturel? Bah, ça veut dire pas de script. Parce que si j'ai un script à apprendre par cœur, je peux pas être naturel. Alors je dis pas que je dois pas avoir un fil rouge à suivre, hein, je vais en parler après. Mais pas de script mot pour mot. Si j'ai un script mot pour mot, je peux pas être naturel. Même si je vais essayer de le reformuler moi-même, le fait d'avoir appris un truc par cœur, je pourrais pas m'empêcher d'utiliser les phrases ou la tournure des phrases qui est dedans. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important quand je fais mon script, que je fasse moi mon script, avec les éléments de la recette et que je le fasse avec mes mots, en parler et cetera et cetera et cetera. Mais pas de script tout fait. Ça empêche le naturel, ça empêche la vente, ça déclenche les objections. Ça empêche le passage d'émotions, c'est à surtout pas faire. Donc ça, c'est la première chose, à être naturel et donc qui dit pas de script, dit aussi pas de méthode à la son casse et à la disque. J'arrive et je passe 15 minutes à analyser un client. Je m'étonne qu'à la fin, il se méfie. Même si lui, il l'a pas vu, son subconscient va lui dire: «Attention, le mec qui est en face, il t'analyse». Tu vois? Donc toutes ces méthodes-là, poubelle. Et d'ailleurs, la preuve, hein, il y a un exemple que je prends souvent, hein, pour dire à quel point être naturel, ça fonctionne, hein. Vous prenez 100 personnes au hasard, vous leur demandez d'aller chercher le meilleur vendeur en France, 100 personnes qui connaissent rien, hein. Elles vont toutes vous ramener un vendeur de foire. Tu sais, un Jean-Claude Convenant ou un Jordan Bel Ah là là, c'est tellement à ça que je pensais. ah ouais? Mais c'est Bah, c'est ça. tellement à ça. C'est je repense à un très bon ami à moi qui, en fait, il saurait tout vendre et en fait, il sait draguer toutes les filles parce qu'en fait, il est drôle, il est naturel, il dit ce qu'il pense, et en fait, il vend par son authenticité et sa manière d'être, en fait. Mais bien sûr, c'est ça, tu vois? Et donc tu demandes à 100 personnes, elles vont toutes te ramener ce vendeur-là pour faire un vendeur d'élite. Par contre, tu leur demandes combien achètent à cette personne-là, il y en a que 30 qui lèvent la main. Et quand tu prends les stats des vendeurs d'élite, des vendeurs de foire, des vendeurs de alors je parle pas des meilleurs des meilleurs qui font des bons chiffres, qui ont pas ces méthodes-là justement. Mais quand tu prends les vendeurs de foire, ils transforment tous à 30 40 pour les meilleurs. Par contre, demande aux mêmes 100 personnes combien de fois ils achètent suite à la recommandation d'un ami, d'un voisin, d'un collègue de boulot, de ceci, de cela. C'est 80 qui achètent. Bah, si tu veux transformer à 80 faut pas te comporter comme Jordan Belfort ou comme, Jean-Claude Convenant. Faut te comporter comme tu es toi, comme le voisin, comme l'ami, comme, naturel, convaincu, sans intérêt. Le sans intérêt est important, hein. On va Sans se intérêt. dire juste après. Mais oui, On va tu en dire parlais tout à l'heure, Kevin. détachement. Et sans intérêt. Pourquoi le voisin, il vend à 80 parce qu'il éveille pas la sécurité. Parce qu'il est naturel, parce qu'il a essayé le produit, parce que j'ai confiance, parce qu'il vend pas, il raconte son expérience. Il est passionné, il est à fond, tu sais, il a vécu une Passionné. expérience, une émotion et il te l'a fait ressentir, en fait. Exactement. Donc
1re chose, être naturel et passer des émotions à travers son naturel, être soi-même à toutes les étapes de la vente. Pas: «Je dois faire ça, je dois faire ça, je suis un disque dur, je suis un robot, j'ai enregistré, je reproduis». Surtout pas! Ça empêche de passer les émotions, ça empêche de vendre sa carte d'objection. Donc 1re chose, être naturel. 2e chose, la connaissance. La connaissance pour être Du produit, tu veux dire? eh oui, j'en parle Eh oui, bah, évidemment. pas que. Ah là, ça, Produits, c'est services, réellement fondamental. concurrents. Tu verras jamais, tu vois, j'ai fait une petite vidéo sur le coup et je donne l'exemple de quelques passionnés qui ont généralement de motos de transformation et qui sont pas des vendeurs, des gens dans des associations, des gens dans, prends l'exemple d'un témoin de Jéhovah qui est au moins convaincu, tu vois? Bah, je veux dire, le mec, quand tu lui poses une question sur sa religion, il va pas te dire: «Ah, je sais pas, moi j'étais là pour les Ah, il chiffres». connaît tout. Il connaît le truc par cœur. Mais oui, Tout par cœur. il connaît tout par cœur. C'est pour ça qu'il est convaincu. En fait, on dit depuis des années qu'il faut être convaincu pour être convaincant, et ça, c'est une certitude. Mais on oublie de dire que pour être convaincu, il faut la connaissance. Et donc, la meilleure chose que tu peux rendre comme service à un vendeur demain quand tu le recrutes, c'est de lui filer toute la connaissance sur ton produit, ton service, la concurrence, les différences, les forces, les faiblesses. Il faut qu'il ait la connaissance. Parce que pas de connaissance, pas de conviction possible. Si tu es pas convaincu, tu peux pas être convaincant. Et donc, il faut absolument la connaissance. Et regarde, Kevin, regarde, prends n'importe quel orateur influent. N'importe quel orateur influent qui a traversé les époques. Ben, c'est des gens qui maîtrisaient leur sujet. C'est des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas, personne n'a réussi à être un grand orateur écouté, suivi, politique, religieux, philosophe, tant qui tu veux. C'est tous des gens qui maîtrisaient leur sujet. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as pas un mec qui va leur dire, «Oh non, non», alors il y a des esprits contradictoires, tout le monde n'a pas toujours raison, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, tu es pas là à lui dire, «Oh ce que tu dis, c'est pas tout à fait vrai parce que moi je pense que, non, non, ce que je dis, je le sais, je suis convaincu, c'est pour ça que je suis convaincant». Tu vois? Donc important, apporter la connaissance. Si je Quand je rentre dans un boulot, la 1re chose que je dois faire, c'est tout apprendre mon produit, connaître mes forces, mes faiblesses, mes différences, tous mes concurrents par cœur, leur façon de faire, leur façon de vendre, le matériel qu'ils ont, le service qu'ils ont, et cetera, et cetera. J'arrive dans plein de boîtes où, on me dit, «Ouais, bah, j'ai des quelques problèmes pour traiter les objections, parce que, ils me disent toujours que, bah, finalement, ils vont voir chez le voisin ou ils vont comparer avec le voisin ou que le voisin est moins cher». OK, le voisin est moins cher, très bien et du coup, il est moins cher de combien? «Oh, de tant». OK et qu'est-ce qu'il a dans son service? «Ah, je sais pas». D'accord. OK, il est moins cher depuis longtemps? Il a bougé ses prix récemment? «Ah, je sais pas». OK. Ah beh, qu'est-ce que tu veux faire? C'est tellement ça, mais c'est littéralement le problème qu'on a eu avec, 3 clients qui sont en associés, du coup, il y a pas longtemps là, quand on a fait le programme avec nous. Ils connaissaient très mal leurs concurrents sur certains points et je leur ai dit: «Votre problème, c'est un problème de positionnement». Eux, c'était plus du positionnement marketing. C'est OK, si vous savez ce que livrent vos concurrents, ce qu'ils font, leurs promesses, le résultat, pourquoi les clients achètent chez eux, quelle est la croyance qu'ils ont chez eux quand ils achètent et en fait, rien, ils savaient rien. Donc on a fait tout un travail d'étude parce que ça, c'est utile dans le closing ensuite, dans le Mais pitch. mais partout! Partout! Partout, oui, mais bien sûr, Partout! c'est évident. Moi, je vais même te dire, j'ai fait des études très approfondies et tiens, c'est bien qu'on en parle là d'ailleurs, on n'avait pas à toucher ce sujet, mais c'est pour te dire que c'est connexe à ça. J'ai fait des études approfondies sur la peur de déranger. Parce que moi, il y a des choses que je comprenais pas, pourquoi elle était si franche, pourquoi tu as pas peur du tout ou alors tu es terrorisé. Tu vois? Je veux dire que peu importe, même sans parler de vente, tu vas demander l'heure à quelqu'un dans la rue, il y en a qui sont timides et qui vont demander l'heure comme ça sans se poser de questions dès que tu leur demandes. Il y en a qui sont plus à l'aise et pourtant quand: «Ah non, je veux pas le déranger», tu vois? Donc c'est quelque chose de très complexe dans le cerveau et donc j'ai été chercher, comprendre pourquoi on avait cette peur de déranger, d'où elle venait, comment la convaincre comment la vaincre et cetera et cetera et cetera. Et en fait, je me suis aperçu que ça remonte tout simplement à la préhistoire, hein, et aux réflexes de vie humaine, tout simplement parce que nous, l'humain, la seule raison pour laquelle on est l'espèce dominante sur cette planète, c'est parce que, on a un esprit de solidarité. C'est pas notre cerveau surdéveloppé, c'est pas, tout ce que les gens pensent en général. D'ailleurs, la preuve, le cerveau surdéveloppé ou pas, si je te mets tout seul dans la jungle avec un lion, on sait qui va gagner. C'est pas toi, il y a peu de chance, à moins que tu sois très bien armé. Tout simplement parce qu'on est capable de se réunir et de s'organiser. On a un esprit de vie en groupe, si tu veux.
Si je dois te décrire très, très rapidement pour revenir sur l'exemple des lions, des braconniers qui chassent un lion, les lions ne vont pas faire une réunion, ils ne vont pas s'organiser, ils ne vont pas se venger sur les braconniers. Nous, si un lion commence à tuer des humains, on va faire une réunion, on va faire une battue, on va s'organiser, se réunir et on va chasser le lion. Tu vois? Et c'est ça qui fait de nous une espèce dangereuse et dominante. Simplement, pour que ça fonctionne, il fallait qu'on ait un esprit très critique. Si je suis accepté par le groupe, je vis. Si je suis rejeté par le groupe, je meurs. C'est Tu vois? exactement ce dont on a parlé, chez The Machine dernière fois, c'est que c'est un esprit de tribu. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, d'ailleurs, la preuve dans le temps, à l'époque préhistorique, un homme, un être humain, femme ou homme, qui était rejeté du groupe, il était mort. Basta. Fin de l'histoire. Il faisait 10 jours. Tu vois? Même pas, 3 jours. Donc, si tu veux, on a cet esprit-là. Et aujourd'hui, le cerveau fonctionne comme ça. Si dans mon expérience, je pense que je rends service, bah, je fonce, ça veut dire que je vais être accepté. Si par contre, je pense que je peux être exclu, je peux déranger, je peux me faire envoyer chier, surtout pas, je vais mourir. C'est ça qui Ouais, nous dit notre la subconscient. relation à la mort, Exactement, tu vois? C'est pour ça que quand tu prends 100 personnes et que tu leur dis: «Qui veut faire de la prospection téléphonique?» Personne lève la main, tu vois? À moins que tu aies de la chance, tu es un prospecteur dans le lot, il est baladé là par hasard entre 2 séances, tu vois? Mais sinon, personne lève la main. Par contre, tu rajoutes: «Attendez, c'est pour appeler des gens qui ont gagné à l'euro-million». Les 100 lèvent la main. Le problème, c'est pas que vendeur, c'est un métier difficile. Le problème, c'est qu'ils ont pas l'impression de rendre service. Et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils ont l'impression de rendre service? Qu'ils soient sûrs de rendre service et donc qu'il y ait plus cette peur de déranger? Bah, la connaissance. Parce que si je connais bien mon produit, je sais que je rends service, que j'ai des exemples clients, que je vois que par rapport aux autres, je suis meilleur et badadi et badada, donc que j'ai la connaissance, bah, je vais être convaincu à chaque appel que je rends service. Tu vois ce que je veux te dire? mais c'est on est à chaque débat et tout à l'heure de l'identité. On parlait de l'identité tout à l'heure, toi tu parlais de ça, de mindset. Nous, vraiment le premier module quand on nous rejoint, alors c'est pas un accompagnement en mode Netflix, hein, c'est de la prestation de service, hein, c'est Mmh. done for you et tout. On a des modules explicatifs sur le cadre, le niveau d'attente qu'on a, le niveau d'exigence des 2 côtés, mais également sur l'identité et dans l'identité, on aborde justement les freins récurrents qui sont chez les gens parce qu'on sait que c'est une relation de peur, enfin, c'est profond chez nous, c'est de la peur de la mort. Donc on a peur de prospecter, peur de déranger, peur de relancer un client, peur d'upsell un client, peur de faire une proposition, un appel, et du coup on passe, sur un mois, on a 30 rendez-vous, c'est 28 rendez-vous de networking où est-ce qu'on blablate et finalement on propose jamais son produit. Parce que, voilà, on a peur de proposer et que ça ferait sens pourtant, la personne, elle montre un intérêt clair et tout est lié à ça, c'est cette, notion de tribu à On est 100. totalement d'accord. Ouais, c'est ça. Et derrière, bah, comment tu règles ça? En apportant la connaissance. C'est pour ça, pour revenir aux 3 points importants, ben, le premier, enfin, ou le deuxième qu'on citait tout de suite, la connaissance et puis le deuxième être vachement naturel pour passer des émotions parce que c'est comme ça qu'on va faire acheter. Et si tu veux, bah, la connaissance va permettre d'être convaincant, mais va aussi permettre d'enlever les croyances limitantes et donc d'enlever cette peur de déranger, cette peur de foncer, et cetera, et cetera. Et puis la deuxième, le fait d'être naturel va permettre de passer des émotions, d'être soi-même et surtout d'éviter des freins. «Tiens, c'est un vendeur, faut que je me méfie». Donc ça, c'est vraiment 2 points qui sont, sur le côté mindset. Clairement. On a bien dégrossi cette partie-là, donc c'est vraiment les points les plus importants. Maintenant, selon toi, dans un process de vente, quelles sont les étapes qu'on va suivre pour pouvoir vendre? C'est quoi les Une fois étapes que tu as identifiées? une fois que tu as ça, au niveau mindset, donc ce qui est vraiment important, je te disais la connaissance, le fait d'être naturel, et cetera, et cetera. Une fois que tu as ça, on peut parler effectivement de process de vente. Et là, pour moi, un process de vente, ça doit être et c'est toujours la même chose en prospection ou, en vente, et cetera, et cetera. On est toujours sur les mêmes, piliers. Et dans ces piliers, tu dois avoir la chose suivante. La première, c'est quand tu arrives. Donc en prospection téléphonique, j'appelle ça l'accroche, l'accord, que je te disais un petit peu, tout à l'heure. C'est le fait d'arriver, de se présenter un petit peu différemment. Ça peut être quand tu arrives sur un rendez-vous, bah, voilà, les 3-4 premières secondes où tu vas dire bonjour, te présenter, et cetera, et cetera. Voilà, donc c'est ce que j'appelle, l'accroche, l'arrivée, si tu veux. OK. Donc ça, ben, suivant de quoi on parle, si je parle de prospection téléphonique, bah, ça doit être très court, ça doit donner envie, ça doit plein de curiosité pour empêcher les gens de raccrocher. Parce que les gens, ils sont harcelés aujourd'hui, ils ont 5, 6, 10 coups de fil par jour.
Donc du coup, c'est plus eux qui raccrochent, c'est le subconscient qui a enregistré un truc et qui le ressort tout seul. «Je suis locataire, je regarde, je suis pas intéressé». Donc tu dois avoir quelque chose qui te permette d'empêcher le subconscient de prendre le relais. Vraiment qui arrive et qui met de la bonne humeur, qui est différent, qui donne envie et besoin de réfléchir et cetera et cetera. Donc ça, c'est le premier er 1 pilier. Le deuxième pilier, c'est la présentation. Que ce soit pour un rendez-vous ou en call calling, tu dois avoir une partie présentation. Si c'est en call calling, elle doit être assez courte, 30-40 secondes, max 1 minute. Si tu es en rendez-vous, bah, elle peut durer, 4-5-6-7 minutes suivant, ce que tu as à dire et ça, c'est vraiment très, très important pour rassurer, pour mettre le cadre, pour poser la sécurité et ça doit jamais être une présentation pour se regarder le nombril, si tu vois à quoi je fais allusion. Ouais. C'est-à-dire parler de soi constamment, ça que tu veux dire? Exactement, ça doit Ouais. Et surtout pas être ça, ça doit pas être, donc on est, donc je suis, donc vous êtes chez voilà, le plus exprimer pour lui, pour le prospect, non, des pas bénéfices envers lui. pas du tout. Une présentation, ça doit être tes 2 ou 3 plus gros arguments, plus gros avantages par rapport à la concurrence, en fonction de ton client. Par exemple, je sais pas moi, si tu es assureur, bah, sur un mec de 40-50 ans, tu peux parler de tes plans de retraite si tu es plutôt bon sur le sujet, très rapidement. Si par contre c'est un mec de 20 ans, bah, tu vas pas lui parler du plan d'épargne retraite, tu vas lui parler plutôt, tu comprends ce que je veux dire? Donc tu t'adaptes à ton client bien sûr, mais tu prends les 2 ou 3 arguments les plus forts dans ton offre. Ceux sur lesquels tu es imbattable, tu on peut pas te comparer, et cetera et tu donnes ça avec quelques exemples. Ça permet de dire: «Voilà ce qu'on fait un peu au quotidien. Voilà quelques exemples». Ça amène tout de suite de la sécurité et de la vision et la deuxième partie de la présentation doit être, consacrée à expliquer exactement ce que tu vas faire par la suite, pour que ce soit clair dans la tête du client, pour pas qu'il ait besoin d'y réfléchir, pour pas qu'il ait besoin de s'inquiéter et cetera et cetera. Tu dois donner les étapes suivantes, dans l'ordre et de manière le plus claire et le plus explicite possible. Donc tu comprends que c'est très subtil, parce que ça faisait très, compliqué ce que tu me demandes de dire là, parce que c'est différent, si tu es sur du cold call ou si tu es sur un rendez-vous que tu attends de closing et cetera, mais tu gardes cette même structure. C'est-à-dire vraiment, je donne deux trois arguments importants, donc d'abord j'ai dit: «Bonjour», donc on au début, ensuite j'ai cette fameuse présentation, deux trois arguments importants, deux trois exemples concrets qui peuvent te correspondre le plus possible et puis, bah, maintenant que tu as entendu ça, voilà comment on va structurer la suite. Donc le cadre, OK? du coup. Le cadre. Le cadre, exactement. Le cadre pour du cold calling, donc la fin de la présentation, ça peut aussi être la fin de l'appel, en fait. Ouais, OK, ouais. «Écoutez, voilà ce que je fais. Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser ou pas du tout?» «Ben, oui, écoutez, ça peut être intéressant. Alors après, il faudrait que j'en sache un peu plus, Bah, très bien madame. Moi aujourd'hui le but, je vous ai appelé comme ça. On n'était pas censé savoir au téléphone. Je vous ai déjà pris 30 secondes. Maintenant le but, si vous me dites que vous êtes intéressé, c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous» je mets le cadre. «Comment vous travaillez et cetera et cetera. Pour ça, il faudrait qu'on se fasse un petit call de 30 minutes. En 30 minutes, je serai capable de vous dire si oui ou non on a intérêt à travailler ensemble. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Et puis, combien ça coûte?» Comme ça, au moins, vous serez fixé. En 30 minutes, vous aurez une offre claire. Que vous le fassiez pas ou que vous le fassiez plus tard, au moins vous saurez de quoi il en répond, pardon. «Ah bah oui, pas de problème, on fixe rendez-vous». J'ai fixé le cadre, tu vois? Je suis demain, dans un entretien de closing, présentation rapide, deux trois arguments, deux trois machins pour dire qui on est et puis derrière, bah, pareil, je vais dire: «Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est simple, c'est d'abord te poser tout un tas de questions pour comprendre ce que tu as besoin, ce que tu recherches, j'introduis mon cadre. Puis ensuite, je serai capable de te faire une offre ou si c'est sur du R2, bah, je serai capable de fixer un rendez-vous, je t'amènerai une offre claire». Je fixe mon cadre. Je dois savoir exactement comment ça va se passer et il doit valider toutes ces étapes-là. C'est important parce qu'il sait où il va. Comme en call call, quand je te disais tout à l'heure sur mon accroche à corde dès le début, est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder? Je vous explique le but de ma visite, après vous pourrez raccrocher si ça ne vous intéresse pas. Et ben, au moins il a le cadre. Il se dit: «OK, je vais l'écouter parce que 30 secondes, c'est raisonnable». J'ai dit: «Oui, je sais que je pourrais raccrocher à la fin». Et ben là, c'est pareil pour un rendez-vous, tu vois? On met le cadre ou pour un R1, on met le cadre. Je te rappelle pas pour essayer de te vendre ton truc, je te rappelle pour faire une phase de découverte, pour comprendre si on est compatible,
pour être capable de te donner un prix et pour que tu saches ce que je peux t'apporter. Après, tu le feras ou tu le feras pas, mais le prochain rendez-vous est destiné à ça. J'ai mis un cadre. Tu comprends? Carrément. Donc ça, c'est la deuxième étape importante, présentation en 2 parties et on termine par la partie je mets un cadre. OK. Ensuite, on a la découverte, la troisième partie. C'est 80 de la vente, Kevin. Ouais, C'est c'est ce que je disais ce 80. matin à un client. Ah, mais c'est 80 de la vente. Je te jure. Moi, franchement, on parlait des Jean-Claude Convenant et des Jordan Belfort tout à l'heure, les vendeurs de foire, ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent. Ça fait 20 ans que je fais de la vente. Alors certes, j'ai des résultats, comme, peu, de ces vendeurs-là, je parle, hein. Je suis pas assez prétentieux pour dire que personne les a, mais peu de ces vendeurs-là ont, pour pas dire pas du tout. Mais par contre, ils m'impressionnent. Parce que moi, j'ai toujours dit, je suis capable de transformer à 80 dans n'importe quel business. Vous m'enlevez la découverte, je sais même pas si je fais 3. Alors les mecs qui font 30 sans découverte, juste avec, une déballe, ils m'impressionnent, hein. C'est des vrais acteurs, hein. Alors après, je veux pas être comme eux parce que ça m'intéresse pas de faire 30. Moi, je préfère faire 80 avec une découverte. Mmh. Mmh, Et puis tu sais par aussi si contre, c'est le bon client pour toi aussi, parce que si c'est le bien mauvais client sûr, pour toi, surtout toute la prestat de service, si le bien mec ne sûr. correspond pas du tout à l'avatar client, ça va être une plaie à gérer après. Ben, c'est pour ça qu'ils font 30 les mecs sur foire. Parce qu'ils attrapent le premier qui s'arrête pour regarder et puis ils déballent comme des porcs pour qu'à la fin, le mec, il dit: «Ah bah, tu sais, moi j'habite en immeuble, hein, donc le panneau photovoltaïque, ça va être compliqué». Ah effectivement, ouais, on n'aurait pas perdu 2 heures si on avait demandé. J'exagère, mais c'est la vérité, Kevin. Ouais, ça arrive à certains de mes clients qui Mais font bien 2 heures de sûr! call et en fait: «Ah ben non, mais finalement, non, je peux pas parce que les cigarettes». Bah oui, mais si tu aurais posé la question au début, si tu aurais suivi Hein? les étapes, tu saurais qu'il est pas qualifié, tu aurais pas perdu 2 heures en call, tu vois? Bah, exactement, exactement. Puis si tu reprends tout le podcast, tout ce qu'on a dit jusque maintenant, bah, tu comprends pourquoi il y a un intérêt à faire une découverte. Faut lever les freins, faut si tu veux pas ni d'annulation, ni d'objection, ni à avoir faire de relance, eh ben, il faut faire une belle découverte. Parce que si tu lèves tous les freins, si tu enlèves tous les problèmes de sécurité, si tu lèves les avantages des voisins et que tu, comprends que c'est important pour eux et que tu viens mettre mieux, si tu t'adaptes à ce qu'ils ont besoin, au prix et cetera, bah, derrière, il y a rien besoin de faire. Ils achètent les gens. Mais pour ça, il faut une découverte et c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Clairement, il y a pas photo et une fois que tu as fait ça, ta découverte, bah, alors moi, c'est très simple, hein. Une argumentation, 3 phrases, et 4, suivant le produit, mais pas plus, hein. C'est ça pour moi une argumentation. Ça fait 20 ans qu'on fait des cours sur l'argumentation, j'aimerais bien savoir ce qu'ils racontent dedans. Parce que franchement, moi, l'argumentation, quand je suis en formation, ça me prend 4 minutes à expliquer. Ouais, puis c'est trop long, sinon Vraiment, hein. après le mec il décroche, quoi. Mais c'est même pas ça, c'est que quand tu as bien fait ta découverte, tu as tout levé. Tu sais de quoi ils ont envie. Tu as déjà bien discuté. Tu as déjà répondu à beaucoup de questions en les posant. Tu as bien compris de quoi ils avaient besoin. Tu as bien ci, tu as bien ça. Bah, moi, pour moi, ça devrait même pas s'appeler une argumentation, ça devrait s'appeler une présentation, en fait. Sauf que tu déjà pris au début, donc on va laisser le mot argumentation, mais ça devrait même pas c'est une présentation. Bah, voilà, vous m'avez demandé ça, c'est là. Vous vouliez ça, c'est comme ça. Ça, c'était important pour vous, c'est ici. Et vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est là. Ouais, c'est je veux un accompagnement personnalisé. Voilà. Bah tiens, ça tombe bien, c'est ce qu'on a, là. Et ben C'est exactement, cette c'est ça offre-là, la c'est pas la découverte. 2, c'est la 1re. Beh, exactement. Si je dois te l'accélérer, la découverte que je fais tous les jours quand je vends mes formations, parce que j'ai une grosse partie de mon business qui fait qu'en cold call, de toute façon, ça fait 4 ans que j'ai ouvert, j'ai encore pas eu le temps de faire les réseaux. Je publie depuis 4 semaines, j'avais pas eu le temps avant, en 4 ans. Je bosse qu'en prospection à froid et qu'en parrainage, tu vois? Et quand j'appelle, chaque fois, ça tombe, mais comment je fais mes ventes? De quoi tu as besoin? Pourquoi tu es commerciaux? Pourquoi tu penses que le cold calling, ça peut marcher? Qu'est-ce qui te fait dire que demain avec ça va marcher? Bah, tiens, moi, je vais te donner un exemple de client qui a fonctionné. Tiens, tiens, tac, 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 tac. Ça a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ah bah, tu me dis ça, tiens, tel client, il était pareil que ton vendeur là et puis on a fait ça a trouvé des solutions. Est-ce que ça pourrait te convenir? Et quand est-ce que tu veux le mettre en place? Et est-ce que tu peux te permettre d'attendre cette date-là? Et qu'est-ce qui te fait dire que mais quand j'ai fini, je sais tout. Argumentation? Alors, bah, écoutez, voilà, comme je vous le disais, moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est une formation prospection, hein. Il y a pas photo, hein. Je pense que c'est la base, hein. Alors, il faudra aussi travailler ça, mais là, le point important, là
c'est clairement la prospection téléphonique, hein. Donc aujourd'hui, j'ai 2 formats. On peut le faire sur une journée, ça permet d'avoir les bases, ou alors on peut le faire sur 2 jours avec une demi-journée de mise en application. Moi, je vous conseille la deuxième formule, ce que je prends la plupart du temps parce que quand ils ont une demi-journée de mise en application, ils s'y mettent dès le lendemain au boulot. Alors que quand on fait qu'une journée, déjà, on réduit un peu le format de formation. C'est un peu plus lourd pour eux, ils ont moins le temps de le digérer. Puis en plus, le fait de ne pas mettre en application, vous connaissez, hein. Ouais, la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine. Puis quand ils commencent, ils ont déjà oublié la formation. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est qu'on part sur 2 jours. On fait une journée et demie, très théorique et bourré d'exemples. Vous verrez, c'est très vivant, comme je vous l'ai dit, etc., etc. Puis la deuxième demi-journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mise en application. On se met tous dans la salle, un téléphone et on appelle. Et là, je peux vous dire que le lendemain, ça va se mettre au téléphone, hein. Vous vouliez tout à l'heure que ça attaque en janvier, je peux vous assurer qu'au 5 novembre, ils ont la main sur le téléphone, hein. Mmh. Voilà. Donc voilà ma solution. Ça y est, j'ai argumenté, tu veux que je dise quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre si j'ai fait une bonne découverte? Et c'est Je là lui ai même fait l'erreur. comprendre ce qu'elle m'a demandé. C'est là l'erreur de la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils ont un pitch, templatisé, qu'ils vont donner à chaque prospect, alors qu'en fait, le prospect A, ce qui l'intéresse, c'est le personnalisé. Donc il faudrait adapter la présentation pour lui parler du personnalisé et omettre toute la partie qui est pas intéressante pour lui, qu'on pourra répondre dans les questions. Et donc, le pitch doit vraiment être personnalisé. Et nous, par exemple, on a eu le cas il y a pas longtemps d'un client qui avait un pitch de 10 minutes. 10 minutes parce qu'il était habitué à vendre des SaaS. Et en fait, j'ai réduit sa présentation à 5-6 phrases, donc ça dure à peu près, je sais pas 2 minutes, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, je lui dis: «Reprends les points que tu as notés, qui étaient les plus importants pour ton prospect», qu'il a dit que c'était son facteur vraiment de décision, que ça serait la bonne solution pour lui. Vérifie si tu as ça dans tes solutions, présente la solution qui se rapproche le plus de ce qu'il veut et frame ça suivant le bénéfice. Tu voulais du personnalisé pendant 30 jours, on a cette formation, on a du personnalisé pendant 60 jours. C'est encore mieux, tu vois? Tu as encore plus de temps d'appliquer. Exactement, Kevin. Tu vois, tu viens de mettre la main sur c'est exactement ça, ce que tu viens de résumer les exemples que tu as donnés est très précis, c'est totalement ça. Il y avait trois quatre choses importantes pour toi. Le reste, tu l'as compris, on sait pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu es là. Le reste, c'est bon, c'est acquis. Et ben, je remets en avant à la fin ces trois trucs-là en te disant voilà, ça c'est important pour toi, ça c'est important pour toi, le voilà. J'ai un ou deux formats, les voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Enfin, même pas qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est la fin de l'argumentation, ça. Et puis derrière, effectivement, tu as la proposition où là, bah, tu as juste à proposer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait là? Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est pas parti? Enfin, ça dépend après, encore une fois, ce que tu as, mais quand on a la proposition, si ton client est déjà d'accord, il a dit oui. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire pour la proposition, c'est de la double proposition. Comme ça, c'est pas, c'est quand, mais c'est est-ce qu'on le fait là ou là? Voilà, tu vois? Par exemple, si c'est du call, ma proposition, hein, une fois que j'ai fait l'argumentation, il me semblerait intéressant qu'on prenne un rendez-vous ensemble. Ça me permettrait de vous dire vos forces, vos faiblesses, est-ce que je peux vous aider vraiment? Si je peux vous aider sur quoi? Combien ça vous coûterait? Qu'est-ce que ça vous permettrait d'atteindre? En 30 minutes, vous serez fixé là-dessus. «Ah bah oui, ça me paraît pas mal. OK, bah, proposition. Très bien, vous préférez plutôt au début ou fin de semaine?» Comme ça, c'est pas: «Ouais, dans 6 mois, non mais là, je suis en vacances». Rappelez-moi dans 3 mois, oui, moi un Voilà, c'est email, ça, non, début c'est ou tel fin de jour, telle semaine, date. c'est ça. Même si elle est pas libre la semaine prochaine, ce qui est très rare, elle va dire: «Bah, pas la semaine prochaine, mais celle d'après». Bah oui, parce que toi, tu as commencé par début ou fin de semaine. Donc elle va pas te dire, pas en mars, pas en avril, tu vois? Évidemment. Donc voilà et tu closes par la proposition. Et regarde Kevin, on revient sur ce qu'on disait au début. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec les séductions pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais reviens là-dessus. Comment ça se passe une bonne séduction? Comment on pourrait noter quelqu'un qui opère sur une très bonne séduction, une très bonne approche? Bah, exactement ce qu'on vient de dire, hein. Demain, imagine, tu rencontres une fille, je sais pas moi, sur, Tinder ou ce que tu veux, tu as rendez-vous avec elle dans un bar, bah, ça va se passer comment? 3 secondes de présentation: «Salut, moi c'est Kevin, content de te rencontrer, tu m'avais reconnu? Bah oui, je m'en doutais, voilà». La présentation, 3 secondes. La découverte, combien de temps elle va durer sur un rendez-vous de 2 heures, la découverte, Kevin? Ah, ça peut dépendre de pas mal de paramètres, mais généralement, ça dure pas, 107 ans, quoi. Ah bah, avec une fille, quand tu la rencontres dans un bar, dans le cadre d'une relation, mais c'est que de la découverte. Oui, ton rendez-vous, c'était une découverte. Alors là, je trouve ça dépend du contexte. Mais globalement, si tu as déjà eu connecté sur Tinder, oui, tu peux faire un date de 1 heure, 1 heure, 1 h 30. Si par contre tu es en soirée, bah, ça se trouve, tu peux discuter toute la soirée, ça peut durer 4 heures. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est Justement, principalement de la découverte et nouer de la relation et chauffer mais le prospect. c'est pas compliqué. C'est tant que tu arrives pas à la fin, que tu es 1 heure, 2 heures, 4 heures, tant que tu arrives pas à la fin, c'est que de la découverte. Oui, oui, c'est C'est que de de la réponse l'échange, de prospect c'est aussi, de hein. la discussion. C'est pas au bout d'une demi heure, tu te dis: «Bon, je vais faire mon attaque de vente. Alors, tu me plais beaucoup,
Heu, Ouais, je vais te dire. tu fais, ton papa il fait quoi? Ta maman elle fait quoi? Tu connais ça, tu écoutes ça, c'est que de la découverte Ouais. et c'est quoi l'argumentation? Bah, c'est la fin, 3 phrases. «Ah j'ai passé une belle soirée, ça te dit qu'on aille boire un verre à la maison? J'ai passé une belle soirée, ça te dit qu'on se revoit?» C'est ça l'argumentation! C'est 2 phrases. «Écoute, je te trouve super sympa. Moi, je m'entends vraiment bien avec toi. J'espère que» ou «j'ai l'impression que c'est réciproque. En plus, on a le même âge. En plus, on a les mêmes attractions, les mêmes attra» c'est ça l'argumentation. C'est Mmh. 3 phrases, hein, 3 phrases. Tu vois ce que je Et veux dire? après, tu as le oui ou tu as le non, ou Et tu après, tu vas as réfléchir et là, tu sais qu'à mon avis, c'est mort. Si tu te dis: «Ouais, je vais réfléchir», tu sais qu'à mon avis, c'est mort, il faut pas forcer. c'est exactement ça. C'est ça, tu vois? Ou alors si on se C'est revoit, la clairement ça. proposition. «Bah, ouais, je suis d'accord pour qu'on se revoie, bah, proposition. Bah, tu préfères qu'on se revoie demain ou mardi?» Tu vois? C'est exactement ça et puis, bah, quand tu fais ça, ça marche. Tu vois? Tu lui vois en séduction faire, te dire: «Tiens, allez, moi j'ai 30 minutes pour ma découverte», comme dit maman, tu sais? Alors la découverte, c'est 30 minutes, les gars. Puis au bout de 30 minutes, bon, bah, faut que je fasse mon attaque de vente, hein. Alors tu as vu, je t'ai dit, hein, je suis beau, je suis grand, tu as vu, je suis fort. En plus, on t'entend bien. En plus, j'aime bien lire, je te l'ai dit tout à l'heure. En plus, j'aime bien, tu dois faire ça enfin, ça y a aucune chance que ça fonctionne, quoi et pourtant, c'est ce qu'on fait en vente tous les jours. Oui, puis c'est pas la même énergie. On peut alors, une petite parenthèse sur, le détachement. Parce que ça, le détachement, c'est probablement le plus gros problème de certains entrepreneurs. Parce que quand ils ont pas les résultats qu'ils veulent, parce que le compte en banque est vide, parce qu'il y a X, Y problème, ils s'attachent à l'argent, ils sont attachés aux résultats, ce qui fait que du coup, ça se traduit dans leur comportement inconscient, qui fait qu'on appelle le mec est en chien et c'est exactement comme la séduction. Plus tu es en chien, plus tu fais fuir. Plus tu es détaché, tu lui dis: «Écoute, moi, mon business, il fait déjà 50K par mois, ça tourne bien, ça fait, 3 ans qu'on est à, 600 000, par an. En fait, que tu me payes 5 000 aujourd'hui ou 5 000 demain ou 5 000 jamais, je m'en fous, ça change rien. C'est plus pour toi le problème», tu vois? Donc de créer ce détachement sans être agressif, bien sûr, en étant toujours bienveillant, bah, tout de suite, ça inverse les rapports d'autorité et ça crée une attraction, en fait, irrésistible presque, inconsciente. Pas toujours, mais c'est Voilà, souvent le cas. 100 suis-moi et je te suis, suis-moi et je te fuis. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est encore une fois un parallèle qu'on peut faire à la séduction et je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, le meilleur principe, et un des rares principes de la vente que j'applique, qui est pourtant très vieux, mais que j'applique, mais après j'aime pas tant l'appliquer en tant que méthode, j'aime plutôt le créer en tant qu'état d'esprit, si tu préfères. Ouais, Mais c'est l'anti-vente. Je me sers beaucoup, beaucoup d'anti-vente. Après, je ouais. le crée dans l'état d'esprit plutôt que de l'amener avec une méthode parce que c'est pas naturel, c'est pas non plus efficace. Ah bah, ouais, c'est Faut clair. pas que ce soit forcé. Mais c'est ça et ça, on revient à ce qu'on disait, amène la connaissance, tu auras la conviction. S'il y a la conviction, le mec, il sait qu'il rend service et pas l'inverse. Donc, si tu donnes la connaissance, le mec sera convaincu. Point et il y aura plus de soucis d'attachement et de besoin de vendre. Il y aura ce détachement que tu évoques. Mais c'est le plus important, Kevin. Effectivement, le fait de vendre sans vendre, de se détacher de la vente, c'est des choses qui sont, hyper, hyper, hyper importantes. Pourquoi il transforme à 80 le voisin ou l'ami en soirée qu'on évoquait tout à l'heure? Bah, parce qu'il s'en fout lui. Il conseille. Après, tu fais bien ce que tu veux et ce détachement libère de toute protection de sécurité du cerveau. C'est ça. Si tu sens demain que je te mets de Totalement la ça. pression, le cerveau se met en sécurité. Attention, il en veut trop, il veut trop, il y a un hic. Il y a un Méfie-toi. loup. Par contre, si tu es en mode: «Moi, tu fais ce que tu veux, c'est pour toi», ben, il y a plus de loup. Tu lèves les barrières et tu transformes beaucoup, beaucoup plus facilement. Et ça, 100%. ça fait partie des choses qui provoquent des objections. Donc l'anti-vente, c'est vraiment une clé qui doit être intégrée dans le comportement et aujourd'hui, le plus gros, mais ça va être dédié à un prochain podcast, je crois, Kevin. Le plus gros la plus gros le truc le plus important qu'on peut retenir de ça, c'est que ça vient trop souvent du management, ce problème-là. Ça vient pas des vendeurs, ça vient du management. Alors, ça peut être le cas chez des CEO, solopreneurs, Ouais, vendeurs, freelance et cetera. mais parce que de mauvaises croyances d'ancien management et ça vient que du management. Parce que pas le bon objectif. Ouais, Parce que pas le bon objectif, pression financière et et ben, cetera, faire le chiffre et pas du tout. exactement, Ouais. ou objectif vente et cetera et cetera. C'est comme si je te disais, ce soir pour aller draguer en boîte où tu as 18 ans, tu es mon gamin et puis, tu veux des conseils et puis que je te disais, bah, fixe-toi en tête que quoi qu'il arrive, tu dois absolument, faire un snack,
ou prendre une fille par la taille. Bah, tu vas te focaliser là-dessus, tu vas te mettre la pression, puis au moment où tu vas le faire, tu vas prendre une tarte parce que c'est trop tôt, c'est trop insisté, c'est trop forcé, et cetera, et cetera. Par Mmh. contre, si je te dis ton seul objectif, c'est de plaire, de discuter avec les filles qui te semblent sympas, d'être à l'aise, naturel et de te présenter de la meilleure façon possible, c'est juste ça ton objectif, peu importe si tu en embrasses ce soir ou pas, bah, tu vas voir que ça va fonctionner. Parce que tu fais de l'anti-vente, parce que ton boulot, c'est plus d'aller absolument embrasser une fille, c'est juste d'être plaisant, lui séduisant, donc plus de pression. Tu comprends? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu passes de quelque chose que tu peux maîtriser à quelque chose que tu peux pas maîtriser. Et c'est exactement le problème en vente. C'est-à-dire que demain, si je te dis: «Prends 3 rendez-vous», tu peux pas le maîtriser. Pas plus que «Ramène-moi une fille que tu as embrassée». Tu peux pas le maîtriser. Par contre, ce que tu peux maîtriser, c'est le fait de faire ton job le mieux possible, à la perfection. Et donc moi, mon boulot, c'est de t'objectiver sur le nombre de fois où tu fais ton job à la perfection. C'est pas de t'objectiver sur le nombre de ventes ou de rendez-vous. Et si je fais ça, je vais éviter de créer la peur qu'on est en train de parler ou Oui. le mécanisme qu'on est en train de parler. Parce que si je t'objective à l'avant, tu vas te mettre la pression, tu vas te concentrer là-dessus et forcément ça va pas fonctionner. Alors que si tu t'objectives au fait de bien bosser, tu as un pouvoir dessus, tu as une action possible dessus, tu te dis: «OK, moi, peu importe le résultat, mon job, c'est d'enchaîner les numéros de téléphone et de faire ma meilleure présentation possible». Et bah, tu vas y arriver. Alors que si ton job, c'est de prendre 3 rendez-vous, tu vas te mettre la pression à chaque rendez-vous, tu vas insister à chaque rendez-vous et tu vas t'éloigner de ton objectif. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait et C'est la c'est même d'ailleurs chose en séduction. c'est ça c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est la même chose en séduction et si tu veux, un autre levier que tu peux utiliser, dans ta, dans la séduction, mais je vais prendre plus le parallèle pour les entrepreneurs, parce que c'est surtout ces personnes-là qui vont nous regarder. On a eu le cas d'un client qui était beaucoup dans la peur et en fait, ça motive la raison à ça principalement, c'était l'aversion à la perte d'argent et je lui ai dit, «Mais ça serait combien le montant d'argent que tu aimerais avoir pour pouvoir te sentir, à l'aise?» qu'on appelle. Il me dit: «Bah, pour moi, c'est symbolique, il faudrait 10 000 € sur mon compte bancaire». Puis j'ai dit: «Bah, c'est très simple, à terme, quand on va remonter ton entreprise qui est dans une phase de descente, on va garder 10 000 € sur le compte bancaire, juste pour ancrer mentalement cette somme». Et en fait, d'avoir fait ça, il est passé dans un tel état de je m'en foutisme, mais bien dans le bon sens, hein, pas vraiment je m'occupe pas du prospect et cetera, mais de Détaché. détachement que je pourrais vous ressortir les stats, mais on a closé enfin et le premier mois qu'on avait audité, il closait à 8 Mmh. et là, il a closé à 34. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a libéré là-dessus pour te dire, dans la vente et pour te dire que c'est très proche, des solopreneurs, des CEO qui vendent et cetera. Parce qu'on a vécu en tant que vendeur les mêmes histoires. Pour un patron ou pas, ça change rien. C'était le fait de bouffer à la fin du mois, le fait de et cetera et cetera. Tu comprends? C'était les mêmes choses et moi, je comprenais pas. Plus j'avais besoin de vendre, plus j'avais la dalle et moins je vendais et quand j'ai compris que j'ai eu ce déclic et ben, après je l'ai fait appliquer en management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'avait pas l'objectif à 4 jours de la fin du mois, je disais pas aux filles et aux gars au magasin: «Ouais, les gars, faut tout arracher, il faut l'objectif, faut qu'on en signe 4, sinon on est dans la merde, faut y aller, faut» non! Je leur disais: «Les gars, là, c'est un week-end exceptionnel et qu'est-ce qu'on va faire pour faire un week-end exceptionnel? On va accueillir tous les clients comme des rois. On va mettre le petit café, on va faire des belles découvertes, on va répondre à nos besoins, on va faire les plus belles présentations, les plus beaux plans qu'on n'a pas fait depuis le début du mois et on va faire ça avec chaque client et je veux vous voir tous et toutes avec le sourire et je veux voir des cafés, des blagues. Je veux que ça rigole, je veux que les plans soient parfaits. Vous faites les découvertes correctement. Je veux que vous écoutiez bien, je veux que vous écoutiez bien et d'ailleurs, on va terminer là-dessus, la définition de l'écoute, Kevin, que personne ne comprend vraiment dans la vente, hein. Et vous écoutez bien jusqu'au bout, vous faites bien vos présentations, vous vous appliquez à soigner chaque client. Et ben, quand je faisais ça, j'avais mon objectif. Parce que je les avais motivés pour quelque chose qu'ils étaient capables de faire. Et ils s'appliquaient à le faire. Alors que je leur aurais dit, comme tout le monde le faisait: «Vous allez me chercher de la vente, vous me signez les clients et badadi et badada», bah, vu qu'ils sont pas devins, le premier qui rentre, ils auraient passé 2 heures dessus et puis ils auraient pas signé, ils auraient été malheureux et puis ça engrange du stress et puis c'est peut-être eux qui ont provoqué le non parce que trop important et cetera et cetera et cetera. Le meilleur objectif donc que tu peux donner à tes vendeurs en magasin, Kevin, c'est pas compliqué, c'est de s'occuper de leurs clients correctement, d'apporter le café,
de bien faire la découverte, de bien creuser, de bien les informer, de bien écouter leurs besoins. On va en reparler tout de suite, et cetera, et cetera. Et en faisant ça, en étant totalement détaché de la vente et en cherchant juste à bien faire son boulot, et ben ça fonctionne. Alors que si tu leur mets une matraque, comme on l'a dit juste avant, en disant: «Moi, je veux 4 ventes, sinon on n'aura pas l'objectif et le mois et la semaine est morte», bah, les mecs, dès le matin, ils vont se mettre la pression. Le premier c'est pas vendu, ils ont la pression, ils essayent de vendre, ils forcent, ils frustrent le client, ils se frustrent eux-mêmes, ils ont plus le sourire au bout de 5 minutes. Aucune chance que l'objectif soit atteint. Par contre, vendu ou pas, tu les applaudis à chaque fois qu'ils accueillent bien un client, tu les mets bien en condition, tu les aides à améliorer les balles et badadi et badada, ah mais crois-moi, ils vont faire l'objectif. Parce que la vente, c'est très simple, hein. C'est le taf, tu vends, fais pas le taf, tu vends pas. Et ce qui est important, c'est de faire le taf. Donc voilà pour cette partie, pression, Kevin, qu'on abordait. Et donc juste pour terminer ce podcast, petite parenthèse sur l'écoute, je l'ai promis. Donc, je vais la donner, ça sera le petit bonus de ce podcast, c'est l'écoute active. Souvent, les gens comprennent pas ce que c'est que l'écoute active. D'ailleurs la preuve, j'ai jamais vu un vendeur, ni un CIO, ni un qui vend, ni personne me dire: «Voilà, moi j'ai un souci, j'écoute pas assez». Tu verras plein de vendeurs demander plein de formations sur tout, instrumentation, traitement, mais jamais sur l'écoute. Et c'est pourtant le problème le plus important. Et il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que la communication, ça marche de la façon suivante. La communication, comment ça fonctionne? Quand on parle à quelqu'un, quand on veut dire quelque chose, nous, on a une image dans la tête. Tu es d'accord avec moi là-dessus, je pense. Ouais. On a surtout des phrases, on entend quelqu'un parler et on a déjà des phrases qui se construisent dans notre tête aussi. Ça, j'entends. Enfin, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais par contre, quand tu veux raconter quelque chose, quand tu veux exprimer quand toi, tu coaches un client et que tu veux lui donner la bonne image du client parfait, toi, tu l'as l'image dans la tête. Tu le Ouais. vois ce vendeur dans ta tête, tu as le film. Quand tu Oui. racontes tes vacances, tu as l'image dans la tête. Mais comment fonctionne la communication? Ben, on cherche des mots qu'on choisit en fonction de notre propre expérience pour décrire cette image et on envoie cette image à l'interlocuteur. L'interlocuteur décode les mots avec sa propre expérience et se fait sa propre image. Quand tu as compris ça, tu as compris qu'il y a aucune chance que l'image de fin et l'image de début Soit exactement la même. soient exactement la même. Il y a un jeu, très marrant qu'on appelle, tu connais le téléphone arabe? Bah, en fait, c'est la communication, le téléphone arabe. Parce que, bah, la communication marche comme je viens de te le dire et qu'on ne sait pas, malgré la technologie, envoyer l'image que j'ai dans ma tête, dans ta tête directement. Sinon, ça serait comme dans Matrix. J'ai l'image de Bruce Lee, du meilleur karatéka, tac, je sais faire. J'ai l'image de Romuald, du bon vendeur, tac, je sais faire. Mais vu qu'on ne sait pas faire ça, on passe par des mots qu'on choisit en fonction de notre expérience personnelle. Moi, je pense que ce mot-là, il veut dire ça, je pense que ce mot-là, il représente bien. Et toi, tu décodes en fonction de ton expérience personnelle, je pense que ce mot-là, je pense que ce mot-là, et tu te fais ta propre image. Donc, quand on a compris ça, l'écoute active, ça veut pas dire écouter activement. Ça veut dire quand le client me dit une phrase ou répond à une question, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il a dit, c'est l'image qu'il a dans la tête. Et je ne dois Exactement. pas aller Ouais. chercher ou écouter ce qu'il a dit, je dois aller chercher l'image qu'il a dans la tête. C'est-à-dire qu'une vraie découverte et une vraie écoute active, c'est je pose des questions. C'est-à-dire: «Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais encore, qu'est-ce qui se passe si ça arrive pas? Pourquoi? Comment vous voyez les choses?» C'est ça, une vraie écoute active. C'est comprendre l'image dans la tête de ton client et quand tu fais ça correctement, bah, tu verras qu'après proposer ta solution adaptée à ses besoins devient facile. Et c'est un truc qui Heu, est vachement bête aussi, c'est que si on regarde la PNL, en PNL, on t'apprend qu'il y a plusieurs, systèmes, hem, si je dis pas de bêtises, hein, kinesthésique, auditif, tout ça, enfin, il y a différents, médiums, on va dire et c'est pareil même dans la communication générale. Moi, par exemple, je sais que je suis très visuel, donc je parle beaucoup avec des mots dans le sens, voyons les choses ensemble, voir, parce que c'est lié à la vue, je suis très visuel. Il y a des gens qui sont plus ta qui propre vont prendre du expérience temps aussi. à digérer les informations, des gens qui vont être plus dans l'auditif, donc le Mmh, choix des mots inconsciemment nous montre déjà le modèle de communication de la personne. Comment elle intériorise visuellement les choses et le fait de clarifier, c'est-à-dire: «Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu as utilisé ce mot-là?» Tu vois? Ça me permet de décoder et de comprendre aussi, bah, déjà de pré-shot aussi certaines objections. Parce que j'ai un prospect la dernière fois qui m'a dit, qui en follow-up, «Kevin, je ne veux pas te faire perdre ton temps, j'attends le paiement d'un client et on pourrait peut-être démarrer». Bon, bah, on pourrait peut-être démarrer, incertitude.
«Je ne veux pas te faire perdre ton temps». Le mec a peut-être probablement, et je n'en sais rien, mais c'est une supposition, probablement déjà acté dans sa tête qu'il veut pas qu'on collabore ensemble. Donc on voit potentiellement des pistes d'objection à traiter, et si je n'ai pas eu cette écoute active-là, je ne vois pas, je n'entends pas, je n'identifie pas ces potentielles objections, donc je vais pas les creuser, donc je vais faire ça Exactement. de Tu libre. rebondis bêtement et tout à fait. Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Très beau mot de fin, Kevin. Parfait. Eh ben, écoutez, c'était, la première partie de ce podcast sur la partie vente. On va tourner, nous, dans la foulée, mais pour vous, ça sera prochainement, la partie management. Comment est-ce qu'on manage, recrute, des sales, des closers? Comment est-ce qu'on les manage pour performer? On a déjà abordé un petit peu le sujet, mais là, ce sera dans une deuxième partie, et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à tous. Bonne vente.